Bonjour et bienvenue. Je suis Cécile Demeyer et j'anime ce podcast qui démocratise l'investissement dans des articles de luxe neufs et d'occasion. Oui, on parle bien de sacs, de chaussures, de bijoux, de vêtements ou encore d'accessoires de luxe dont les rendements sont juste exceptionnels. Mais attention, on ne se lance pas n'importe comment sur ce marché particulier. Aujourd'hui, je reçois Sabrina Faubel sur le podcast. Sabrina, c'est une experte en marketing stratégique et gestion de la performance dans le secteur du luxe. Sa vision réaliste et globale du luxe s'est forgée à travers son parcours varié et riche dans des positions aussi bien opérationnelles que stratégiques et dans des projets internationaux. Sabrina, c'est un peu mon coup de cœur sur LinkedIn. Je suis littéralement tombée sous le charme de sa plume et de son analyse toujours précise et juste des actualités du monde du luxe. Et lors de nos échanges passionnants et, disons-le, passionnés, j'ai pu constater à quel point Sabrina est accessible, humaine et profondément animée par l'envie de faire partie d'une transformation positive et, disons-le, nécessaire du luxe. Et ça, c'est quand même rare. Je vous laisse à présent avec notre échange. Bonjour Sabrina, un grand merci d'avoir accepté cette interview pour nous éclairer sur pas mal de choses au niveau du monde du luxe dont tu es issue et tu travailles d'ailleurs là-dedans. Première question, c'est j'aimerais savoir en fait ta vision que tu as du luxe aujourd'hui, en 2025. Alors, grande question, merci à toi Cécile d'abord pour cette invitation. Ou d'ailleurs, je tiens à le préciser, on s'est rencontrés sur LinkedIn, donc comme quoi, Oui, tu vois, c'est vrai, comme quoi. la plateforme est vraiment géniale. Écoute, alors vision du luxe en 2025, il va falloir se réinventer. On parle de résilience des marques, c'est très bien. Je pense que là, pour le coup, va falloir mettre un coup de pied dans les fourmilières. On va devoir savoir jongler avec l'innovation. On va devoir savoir jongler aussi avec le vintage, donc ce qu'on a fait avant, mais pas faire du surplace. On va devoir aussi savoir répondre à une nouvelle façon de consommer, même si c'est déjà le cas, va falloir aller plus loin. Il faut savoir aussi en boutique, et là vraiment propre aux boutiques, jongler avec tout ce qui est outils, tu vois, IA, outils aussi, voilà, CRM. Moi, je pense souvent, on me dit, t'as pas peur, Sabrina, voilà, que ça prenne le pli, le téléphone, l'iPhone, l'iPad en magasin, pas du tout. Moi, je pense que, tu vois, on va devoir en fait introduire, on le fait déjà, hein, mais de manière un peu plus smooth. Justement, ce sont des outils, ça porte bien son nom. Mm. Donc, le luxe en 2025, eh ben, il va vraiment falloir repenser ce qu'on a déjà su faire et pas refaire un bis repetita. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je me rends quand même régulièrement aussi en boutique de luxe et je trouve qu'il faut vraiment garder cette ligne de conduite, d'utiliser effectivement la technologie, mais il faut pas sous-estimer le côté humain. Et je pense que les consommateurs, en fait, sont en grande demande justement d'authenticité. Donc oui, de modernité, mais d'authenticité également. Et Et d'expérience. alors, oui, d'expérience client, tout à fait. Enfin, tout ça, pour moi, est un tout. Et j'en profite pour enchaîner sur une deuxième question. C'est, est-ce que toi, tu constates aussi qu'il y a une vision différente peut-être du client par rapport aux jeunes générations, aux anciennes générations? C'est peut-être pas tout à fait les mêmes demandes non plus. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, la demande est tout autre. On parle de Gen Z actuellement. Mm. Partout, on le voit partout. La génération Z, qu'est-ce que c'est? Comment travailler avec? Comment ils consomment? Il faut pas oublier que c'est une génération, on le répète, et moi j'insiste, qui est éduquée au Oui. luxe. C'est une génération qui s'est très vite détournée, tu sais, de ces codes, ces anciens codes du luxe. Mm. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est, on en a parlé juste à l'instant, vivre une expérience. C'est, en fait, si tu veux, ils mettent l'émotion à la place du produit. L'objet, c'est une chose, tu vois, on se rend en boutique pour un objet, mais pas que. Aujourd'hui, Mm. c'est plus que ça. C'est OK, qu'est-ce que je partage? Ils créent des communautés, tu vois. Faut pas oublier Oui, oui. aussi que c'est le genre de génération où, aujourd'hui, s'ils veulent faire trembler et faire peur à des marques, ils le font. Mm. Ils sont aussi très sensibles, tu sais, à tout ce qui est valeur, RSE. Avant, on en parlait, peut-être, je pense qu'avant, les maisons en parlaient parce qu'il fallait en parler. Il y en a certaines qui ont pris le tournant. Il y en a d'autres, c'était que de la façade. On repeignait en vert parce qu'il fallait peindre en vert. On disait on est RSE. Tu vois ce que je Mm. veux dire? On parle de marque employeur. Aujourd'hui, cette génération, elle est complètement sensible dans cette lignée. Alors, je vais juste te demander Dis-moi. de préciser parce que peut-être que plusieurs auditeurs ne savent pas du tout ce que ça veut dire RSE.
Alors, tout ce qui est RSE, c'est vraiment les valeurs en fait qu'une marque peut avoir sur l'impact sociétal. On a certaines maisons, certains groupes, grands groupes, qui le font déjà très bien, qui sont déjà impliqués dans toutes ces valeurs. Mm. Tu vois, on parle de traçabilité d'un produit, d'origine de matière, justement. Et sur ces plans-là, il y a eu dernièrement, et même un peu avant, il y a eu des chocs énormes. Tout a été révélé. Enfin, on a vu ce qui s'est passé. Là, je parle même à des grandes enseignes en ce moment avec Shine. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc, c'est une, parce que tu me disais, est-ce que la consommation change? Est-ce que la façon de consommer change entre cette nouvelle génération et avant? Oui, complètement. On doit répondre, en fait, à des questions et résoudre les problèmes qu'avant, en fait, on ne se posait pas forcément. Tu vois, typiquement, on le sait, il y a des très grands CEO qui ont fait appel, à Bain et compagnie, à plein de, tu vois, à Havas, etc., pour poser le genre de questions et de se dire, OK, là, en ce moment, on fait face à des guerres. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Mm. nous, en tant que maison de luxe, on se positionne ou est-ce qu'on fait ce qu'on sait faire, on n'en parle pas et on avance, tu vois, sur nos produits? Cette génération-là, elle a un impact très fort sur le boycott. Mm. Elle peut faire tomber des empires. Aujourd'hui, à l'ère aussi des réseaux sociaux, effectivement, la consommation est tout autre. On consomme vraiment différemment. On va en venir, typiquement, avec la seconde main. Tu Oui. vois, voilà. Non, mais tu vois, Une des voilà, prochaines questions. on va en venir, effectivement. Là, je fais lien, mais je te devance un peu, parce que j'adore le sujet. Mais effectivement, bien sûr qu'on consomme différemment. Alors attention, c'est ce que je dis, on est quand même dans une schizophrénie, parce que d'un côté, on se dit, OK, on consomme seconde main. Mm. Donc, tu vois, on est là dans tout ce qui est, OK, upcycling, je prends, je ne jette pas, mais je revends, donc je rachète autre chose, etc. Donc, ce petit cercle vertueux. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment être dans cette lignée RSE quand on commande 120 colis Vinted par mois? Ah oui, c'est toute une question. Après, ce que je trouve intéressant, tu peux me donner ton avis sur le sujet, c'est que je trouve que le fait que les grosses maisons de luxe prennent justement des initiatives dans leur management, de leur façon de gérer en fait tout le business, d'être beaucoup plus transparent sur la traçabilité. En fait, finalement, il y a toujours aussi un impact, peut-être différé, mais il y a un impact du luxe sur après tout ce qui va être fast fashion, tout ce qui va être marque premium. En fait, on sait que c'est une répercussion après sur ce que vont faire les autres. Donc, de toute manière, je trouve que c'est bien quelque part, ils ont été presque un peu obligés, poussés à avoir cette ligne de conduite, mais elle va avoir des répercussions aussi sur tous les autres secteurs. Et ça, je trouve ça assez puissant. Et on oublie souvent en fait que le luxe, que ce soit dans l'innovation ou même dans la façon de faire, a un impact après sur les autres industries en fait. Absolument. Et inversement, la société a un impact aussi sur la façon, tu vois, dont va se comporter le luxe. Sur, comme je te Mm. disais, on l'a vu pour un exemple, pendant le Covid, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Les gens étaient à la maison, ne s'habillaient plus. Qu'on se le dise, on faisait que du TT. Non, Du mais c'est vrai. pyjama. C'est ça. On était en pyjama, on portait des joggings, des trainings. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? OK, on a revu les collections. Et c'est ça aussi l'impact, en fait, je pense, de la société. C'est pour ça qu'on parle d'un impact sociétal aussi dans le luxe. Je rejoins absolument tes dires. Et aussi inversement, parfois on a vu des marques premium, tu vois, prendre le pas sur des maisons de luxe qui étaient un peu à la traîne. Mm. Oui, Ne c'est vrai. serait-ce que là, alors là, on parle de RSE, on parle de collection. On peut penser aussi, typiquement, service client. Il y a des marques premium qui excellent dans le service client où on a mis en place des trainings incroyables, des formations, tu vois, des programmes, Oui, des process où en fait, pour le coup, dans le luxe, il faudrait peut-être un peu se bouger. Tu vois, non mais c'est vrai, il y a certaines maisons, je suis toi, tu es totalement d'accord. consommatrice, Mm. voilà, tu vis ces expériences, je pense qu'on en parlera après, voilà, ces expériences clients maintenant aussi, moi qui l'ai vécu des deux côtés, mais pour te dire, donc l'impact, en fait, je pense que l'impact est vraiment des deux côtés. Oui, oui, non, tout à fait, sur des sujets différents, mais oui, oui, Absolument. c'est clair, c'est clair. Et justement, donc je vais en venir au lien qu'on va faire avec la seconde main. C'est aujourd'hui aussi, quel est ton avis en fait sur la consommation? Et on va venir après, je crois, sur le sujet investissement du luxe en neuf et comparativement justement à la consommation du luxe en seconde main. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? Alors, je pense déjà que la consommation n'est pas la même. Mhm. En tout cas, c'est mon avis. Luxe en neuf, ok, on parle d'expérience. On se rend en magasin, j'ose espérer. Le retail, de toute façon, le retail survivra toujours, j'en suis persuadée. L'humain est là, donc il n'y a pas de raison. Même si les sites e-commerce explosent et que on continue de s'acheter des Lady Dior à domicile, Ouais. voilà. Non, mais vraiment, parce qu'il y a aussi ce paramètre. En tout cas, ok, on sera en boutique pour du luxe neuf. Pourquoi? L'expérience. C'est toujours pareil, ça dépend aussi le projet.
Voilà, quel est Mmh. le projet, le budget, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, de découvrir. Enfin, il faut savoir, il y a certaines personnes, elles se rendent en fait une seule fois dans une maison de luxe, c'est le projet d'une vie, hein. L'achat Je veux d'une dire, vie. Oui, oui, c'est ça. oui, tout à fait. Et peu Mmh. importe en fait, je veux dire, peu importe où on trouve, où se trouve en fait le curseur. Que ce Mmh. soit, là, je pense à un foulard Hermès ou une petite broche Chanel, ou là, voilà, je donne vraiment des grands noms, ou une première montre, tu vois. Oui. Mmh. Je veux dire, c'est là vraiment, voilà, là je donne des exemples. En tout cas, je pense que se rendre dans une boutique de luxe, pour un premier achat ou pas, il y aura toujours en fait ok, quelle expérience je vais vivre. C'est un rêve, hein. Ça paraît, ça peut faire très peur, ça peut paraître inaccessible. On en avait parlé toutes les deux en Mmh. amont. Oui, Moi, je oui. sais que j'accompagne énormément d'étudiants. Je mentor en fait plusieurs étudiants qui sont soit dans banlieue chic, soit dans des écoles en fait de luxe et de commerce. Parfois, on leur donne en fait, tu sais, voilà, on peut leur donner des projets sur lesquels travailler. Donc, elles doivent se rendre, par exemple, dans des boutiques, que ce soit des projets merchandising, Mmh. vitrine, tu vois, expérience client. Tu vois, donc on les envoie en magasin parce que voilà, il faut aussi qu'elles apprennent à vivre et connaître aussi ces codes du luxe quotidiennement, tu vois, ne pas être effrayées. Et donc effectivement, je sais que ne serait-ce que la porte d'entrée, la personne de la sécurité, non mais tu vois, les autres de vente qui sont encore là, le manager, ça peut faire très très peur. Oui, non, totalement et c'est aussi quelque chose où personnellement mes élèves de mes formations, je les invite à y aller, à oser y aller, à se faire accompagner si éventuellement ils ont peur. Mais c'est important aussi de savoir que oui, ça a l'air opaque, ça fait peur, mais en fait, tout le monde est légitime de rentrer dans une boutique de luxe parce que comme tu Absolument. dis, ça peut être un achat une fois d'une vie ou un petit plaisir qu'on se fait, etc. Mais donc, on est potentiellement un client. Donc oui, clairement, il y a certains codes qui peuvent effrayer, mais en fait, c'est pas comme si on pouvait pas y rentrer, quoi. Donc c'est bien de le préciser. Voilà, donc tu nous as dit sur la partie Oui, neuve et pour toi, donc la partie en seconde main. alors, juste, et je voulais juste, pardon, je me permets de Pardon, oui, rebondir oui, sur vas-y. cette, non, non, sur cette partie 9. Enfin, tu me disais avant, voilà, les façons de consommer ont changé, etc. Mm, Voilà, les marques se remettent en question, on le sait, c'est un travail là de résilience. Le luxe vivra toujours. Néanmoins, ces 2 dernières années, pour donner quand même un peu de chiffres, pour ceux qui ne sont pas du tout du domaine, on a quand même perdu plus de 50 millions de clients. mm, Tu vois, donc je veux dire, voilà, on le sait, il y a ces clients à aller rechercher, des nouveaux à aller encore chercher, même dans d'autres pays. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a, parce que là, on va parler d'expérience client, mais je pense qu'effectivement, c'est fondamental. On a l'impression que les maisons se réveillent que maintenant. Alors que, non, mais alors que je veux dire, je veux dire, le client a toujours été au cœur et sera toujours au cœur du luxe, qu'on se le oui. dise, hein. Et donc maintenant, pour bifurquer sur la seconde main, comme je te l'ai dit, Je vais aussi oui, réagir à ce que tu viens de dire. Je pense pas aussi que parce que pour moi, c'est pas que le luxe, il y a beaucoup de secteurs où c'est le cas, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a le avant, pendant Covid, et il y a le après Covid et j'ai l'impression qu'il y a justement beaucoup de consommateurs ont changé leur façon de faire, les besoins sont plus les mêmes et en fait, c'est ça aussi, pour moi, ça explique aussi en partie, cette baisse de clientèle, mais à beaucoup de niveaux finalement, c'est pas que le luxe et donc ça oblige aussi enfin, cette période Covid finalement et cet après Covid oblige les marques de luxe, mais d'autres secteurs également, à se réinventer parce qu'en fait, les gens ne veulent plus à la se même chose. diversifier. Oui, Absolument. Bah, c'est pas pour rien que là, actuellement, tu vois, on se diversifie et on met le paquet sur l'hôtellerie, oui, tu vois, sur tout ce qui est lifestyle. Et regarde, et typiquement, la beauté oui, explose. Donc, tu vois, je veux dire, complètement. c'est aussi un secteur où on met le paquet. À l'époque, la beauté, on disait souvent que c'était le premier point d'accroche, tu sais, dans le luxe. Oui, On parle d'un premier vernis Chanel, premier rouge à lèvres Dior. Tu vois, voilà. oui, Donc aujourd'hui, on le voit, bah, là récemment, Jacques Mus avec L'Oréal. Donc, Louis tu vois, Vuitton. Louis Vuitton. Mm. Donc, tu vois, je veux dire, effectivement, tu as raison. Diversification, il y a eu un avant, un après Covid avec un impact phénoménal. On s'est pris une claque. La consommation changeait déjà. Et là, mais alors encore plus changé. Il a fallu se réinventer. Il a fallu répondre à d'autres problèmes peut-être qu'on n'avait pas avant et sur lesquels, tu vois, on ne pensait pas et on ne travaillait pas. Là, Mm. aujourd'hui, on le voit, hein, et comme tu le dis, hein, que ce soit le luxe ou d'autres secteurs, on se diversifie, on se démocratise aussi. Tu vois, on essaye de se rendre accessible, ça ne veut pas dire Oui, qu'on l'est. c'est ça, totalement. Oui, Ça, oui. voilà. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on l'est, mais on essaye. Typiquement, bon, c'est vrai que moi je parle de luxe. On essaye vraiment d'avoir du luxe partout. Un café Louis Vuitton. Enfin, tu vois, ça te suit. Jacques Musplage, ça essaye de te suivre absolument partout. Oui, non, et moi, ce qui me frappe particulièrement ces dernières années, c'est les espaces aussi des grands centres commerciaux où tu retrouves plusieurs maisons de luxe et en fait, c'est pas fermé, tout est ouvert.
tu peux toucher Absolument. les produits, et cetera, et c'était pas du tout comme ça avant. Donc on Du voit tout. vraiment qu'il y a un appel entre guillemets, enfin c'est presque comme s'ils aidaient finalement les certains consommateurs à voilà, venez voir, venez toucher, vous êtes acceptés quoi. Donc c'est intéressant aussi de voir ce changement dans la façon de présenter les produits. Complètement. Et regarde, ne serait-ce que moi qui ai travaillé vraiment à l'interne, on a dû retravailler tout le merchandising. Mmh. Tu vois, pareil pour des espaces ouverts. Là, je pense à des boutiques Hermès qui sont en Asie complètement transparentes, où tu as l'impression qu'elles se fondent dans le paysage entre la verdure extérieure et intérieure, tu vois. Je veux dire, on n'est plus du tout glacial. Mmh. On essaye, tu vois, de faire tomber le masque et comme je te disais, de démocratiser en tout cas ce luxe, de tendre la main et de dire, en fait, venez voir ce qu'on fait. C'est ça. Effectivement. Et pour ce qui est de la seconde main, alors, bon, moi je suis consommatrice plus de seconde main, donc là pour le coup c'est la consommatrice qui parle. Mais comme je disais, je pense que tout dépend aussi, et on en avait parlé, c'est vrai toutes les deux, Oui. tout dépend en fait du projet. Ok. Et puis du budget. Tu vois, on Mmh. commence aussi, je pense, par là. Voilà, c'est un premier point. Ok, j'achète dans quel but? Est-ce que c'est pour moi? C'est ma consommation? Est-ce que c'est pour un investissement? Est-ce que tu vois, voilà. Enfin, je veux dire. Et puis c'est pareil. Toi, bah, je sais que toi avec tes études, enfin tes élèves, pardon, tu le fais super bien. L'investissement, c'est quoi? Est-ce que c'est pour du court terme, du long terme? Tu vois, voilà. Il y a aussi toute cette norme qui est rentrée dans la seconde main et tu vois qu'on n'avait absolument pas avant. Avant, Oui. la seconde main, c'était on veut faire une bonne affaire. On ne peut peut-être pas forcément, tu vois, pallier à cet objet dans le neuf, comme tu me le disais avant. Donc, je rebifurque sur la seconde main maintenant. Il faut savoir que ces dernières années, eh ben, la seconde main, ça a un tout autre impact. C'est, Mmh. OK, je consomme seconde main parce qu'il y a aussi l'impact, en fait, sur la planète. Tu vois, Oui. je veux dire, en fait, il y a plein de points qui sont rentrés dans la seconde main. J'ai fait récemment un article sur 58 facettes, une plateforme, tu vois, de revente, voilà, de joaillerie, avec Alexis, qui est cofondateur. Et effectivement, quand tu vois l'impact que ça peut avoir, tu vois, un diamant sur bah, aujourd'hui la planète, je peux te dire que tu repenses à deux fois avant d'aller acheter du neuf. Mais quand bien même, il y aura toujours, tu vois, il y aura toujours le luxe, il y aura toujours du neuf. Mais c'est, Mmh. tu vois, et je pense que toutes ces choses auxquelles on peut penser aujourd'hui quand on parle de seconde main, tous ces points, on les avait absolument pas avant. Oui, non, Avant, on c'est consommait de la mmh. seconde main parce qu'en fait, c'était pas cher. Parce que c'est, voilà, moi je sais que quand j'ai commencé à consommer de la seconde main, c'était typiquement absolument pas du luxe. C'était des marques en fait comme The Couples, comme Oui. Zadig et Voltaire. Et c'est parce qu'en fait, je devais aller travailler, tu vois, et que j'achetais bah, des blazers de bonne qualité, quasi neufs, tu vois, pour aller bosser. Tu vois, Oui. et parce que je n'avais pas les moyens, parce que franchement, pour moi, le prix ne faisait pas sens à cet instant T. Tu vois, il y a aussi ça, hein, il y a aussi aujourd'hui, on parle de luxe. Aujourd'hui, les gens du luxe veulent un rapport qualité-prix, ça n'existait absolument pas avant. Mmh. Tu vois, Oui, oui, et puis je pense aussi, enfin de mon observation, c'est qu'il y a oui, même quand j'ai commencé à investir il y a 12 ans, on voyait aussi enfin le luxe de seconde main était perçu comme un peu honteux. C'était un peu après, honteux et du coup on le voulait pas, c'était vraiment et c'est pour ça qu'on trouvait des choses vraiment à des prix, ridicules, hein. Enfin moi à des ports. Oui, j'ai oui. acheté des Dior et des Chanel, entre, 50 € et 200 € quoi donc Mais moi, je me rappelle, parfois, mais mon Dieu, je pensais que c'était pas des vrais. Non, mais tu vois, parce Oui, que bah, oui. tu disais, non, mais tu voyais le prix, tu disais non, mais c'est pas possible. Donc, effectivement, et je pense aussi que ça a été le premier point d'accroche. Alors, au-delà de l'investissement, parce que moi, l'investissement est venu après, dans un premier temps, je te dis, c'était vraiment en fait, ok, prendre une pièce. Mais je pense que dans un coin de ma tête, il y avait peut-être quand même ce petit point d'investissement, parce que tu vois, typiquement, j'allais pas acheter un Chanel orange. Oui, oui, tu restais dans Tu des vois ce que je couleurs. veux dire? Oui, Voilà. oui, tout à fait. Donc peut-être que il était quand même un peu au coin de ma tête, mais en tout cas moi, avant de franchir le cap de l'investissement, c'était déjà pour moi. Et tu as amplement raison, et je suis d'accord avec toi. À l'époque, faire une bonne affaire, les gens en fait le revendiquaient absolument pas. Mmh. Aujourd'hui sur les réseaux, cette nouvelle génération, mais elle te donne carrément, tu vois, des tips pour trouver des dupes. Non mais tu vois, on parle de Oui, dupe, oui. tu vois, du luxe, pour ben, trouver le même sac Jacquemus, Chiquito, chez tel magasin, grand magasin, à 50%. Non mais tu vois. Mais ce qu'il y a aussi, c'est je pense au niveau du luxe de seconde main, c'est, pour raccrocher aussi au niveau du neuf, c'est que maintenant ça devient aussi une porte d'entrée
pour des nouveaux consommateurs d'aller ensuite vers le luxe neuf, dans le sens où moi je suis une représentation de ça. D'ailleurs, j'ai commencé à acheter du luxe d'occasion. J'ai très vite vu aussi le potentiel investissement. Donc moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est l'investissement et aussi des Oui, pièces qui me font plaisir. Et il y a beaucoup de personnes, c'est plutôt les pièces plaisir. Mais il y a toujours cette dimension, surtout dans la jeune génération. La jeune génération de plus en plus commence sur la seconde main pour aussi des questions environnementales, etc. Mais aussi parce qu'ils absolument. veulent acheter quelque chose qui a une certaine valeur, qu'ils pourront revendre même demain et se faire un petit bénéfice. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'aussi on tombe vraiment amoureux de la qualité de ses produits, etc. Et donc, on va progressivement, une fois qu'on a un peu plus de moyens, qu'on change de travail, etc., on va un jour aller en boutique et acheter un article neuf. Et en fait, je pense que la plupart des maisons n'avaient pas du tout vu ça venir ou ne voulaient pas le voir parce que justement aussi ce côté un peu la seconde main, non, non, nous on est vraiment exclusif, l'a mis complètement de côté. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, ils ont un grand retard et ils sont, entre guillemets, obligés de faire des partenariats maintenant avec des plateformes reconnues du style vestiaire collectif pour en fait pouvoir répondre aussi aux besoins de leur clientèle qui demande justement de pouvoir remettre leurs articles en circulation, peut-être acheter du neuf, etc. Mais ça devient tout un écosystème et c'est plus deux choses séparées. Ça vraiment, ça se réunit aujourd'hui. Et je crois que les maisons de luxe ont encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire avant de rattraper leur retard. Et c'est pas pour rien, je me permets de rebondir, je suis Oui, complètement alignée, et c'est pas pour rien justement que là, les maisons de luxe en fait sont en train de développer leur propre branche, tu vois, de seconde oui, main. oui, Que ce soit dans l'horlogerie, là, ils sont vraiment, tu vois, je veux dire, il n'y a plus du tout cette honte. Tu vois, c'est OK. On veut en fait maîtriser tous nos c'est marchés. ça. Bah oui, parce que forcément, tu as le marché noir qui est, voilà, qui prend une ampleur, non mais c'est vrai, phénoménal et monstre. OK, on veut essayer de dominer le marché, et en tout cas, du moins, de pouvoir maîtriser tous nos canaux, tu vois, de distribution, parce Oui. qu'entre le retail, le wholesale, certaines maisons là qui sont en train de vraiment couper tout ce wholesale, tu vois, parce que l'image dégradante, etc., enfin même les produits à moins 50% dans du wholesale neuf. Mm, Tu vois, je veux dire, il n'y a plus rien qui fait sens. Et comme tu le disais, là, le consommateur, en fait, il ne s'y retrouve pas. Justement, OK, on va vous vendre en maison propre de la seconde main, certifiée, authentifiée, tout ce que tu veux. Comme ça, et ben, comme tu le dis, on va vous faire revenir. Mais mm. effectivement, c'est venu tellement tard. Et ça, tu vois, je pense à des maisons, même à des grands groupes, pas de luxe, mais de premium, qui, en fait, l'avaient déjà fait, Oui. mais il y a plus de Mm. 15 ans en arrière, dans le prêt-à-porter. Oui, Tu oui, vois. totalement. Oui, Donc, je veux dire, et sans prétention qu'une, parce qu'ils ont pris tout de suite le virage, ils ont pris le tournant, ils se sont dit, bah écoute, autant en fait que la seconde main reste entre nous, des plateformes, tu vois, vraiment, que ça reste en fait vraiment, et puis que surtout l'argent rentre chez nous, tu vois, oui. autant le faire en propre. Mais c'est vrai que le luxe, c'est vrai que le luxe, il y a cette image, comme tu le dis, de non, la seconde main, c'est compliqué. Nous, on ne vend en fait que des produits nouveaux et des produits Mm. luxe. Après, c'est pareil. Je pense que s'il n'y avait pas aussi tout ce manque de produits, à l'instant T, quand le consommateur se rend en fait dans certaines maisons de luxe, il n'y aurait peut-être pas aussi ce marché parallèle de la seconde main. C'est oui, enfin, il y a plusieurs sujets après parce que t'as quand même aussi au niveau de la seconde main, t'as les notions de collection, des éditions Mhm. particulières, tu le côté quand même circularité et et même, par exemple, Louis Vuitton qui produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, c'est pas pour autant que le marché de la seconde main sur Louis Vuitton ne marche pas. Donc, enfin, personnellement, je suis pas spécialement du même avis que toi, mais c'est bien d'avoir des avis Oui, divergents. Hem, complètement. j'ai aussi le sentiment, enfin en tout cas c'est ce que j'observe, que aujourd'hui la seconde main influence aussi le neuf dans le sens où, par exemple, via des séries ou via des influenceurs qui vont reporter un sac vintage d'une collection spécifique, en fait les maisons observent maintenant qu'en fait dans la seconde main ils ont peut-être des choses à apprendre dans le sens où quand un sac revient en devant de la scène au niveau vintage et dont le prix augmente sur les plateformes de seconde main, bizarrement la collection suivante c'est le sac qui va ressortir quoi. Mais il y a justement, quand voilà, j'ai fait ma petite to-do, et effectivement, dans ce qu'on recherche aujourd'hui, non mais dans ce qu'on recherche aujourd'hui dans la seconde main, c'est le vintage. Tu vois, il y a toute cette ampleur sur le Y2K, sur les réseaux TikTok. Effectivement, là, je pense à Zendaya qui a porté, et ben effectivement, ce sac Vuitton. Murakami. Et puis là, bah voilà, et puis elle est devenue là égérie pour la collaboration avec Murakami. Oui. Tu vois, donc on refait le comeback. Pareil, je pense à Bella Hadid qui reporte à nouveau ce Vuitton en jean. Tu vois, donc pareil, une autre collection de Marc Jacobs.
Donc effectivement, il y a aussi cette recherche de vintage et effectivement, il y a cet impact. De toute façon, toi, tu dois le voir constamment sur Oui. l'inflation des prix de seconde main. Non, mais tu vois, voilà, toi, c'est Mmh. ton job, tu es dessus sans arrêt. Donc, et on voit en fait l'impact que ça peut avoir. C'est pareil. Moi, je vois aussi l'impact des réseaux sur, bah, tu vois, un sac vintage. Enfin, ça peut être lunaire, hein. La cote peut fluctuer en fait du tout à rien en un jour parce Oui, oui, que c'est telle personnalité a apporter en fait tel sac et on voit tu sais les recherches, moi je le vois ne serait-ce que sur Vestiaire.co etc tu sais, enfin quand tu regardes les lens les loupes avec le nombre de recherches etc, enfin c'est ça peut être ça me fascine, je trouve ça fascinant l'impact que les réseaux peuvent avoir tu vois avec cette nouvelle génération sur des pièces emblématiques mmh, et même oubliées parfois. oui. Oui, mais enfin, je pense que là, pour le coup, les jeunes générations, peut-être qu'elles ont cette vision que j'ai moi, c'est que je vois un petit peu ça comme la bourse, en fait. C'est qu'il y a, enfin voilà, ça fluctue au niveau des prix. Après, le luxe de seconde main, voilà, ça va toujours croître au niveau des prix parce que forcément le luxe neuf croît aussi. Mais oui, comme tu dis, il y a des articles parce que c'est sorti dans une série TV, ça va faire un boom au niveau du prix. Donc par exemple, si on l'a acheté avant, c'est le moment de le revendre, ou quand ça tombe, c'est totalement en désuétude, ben, c'est le moment d'acheter pour revendre plus tard. Enfin, donc voilà, donc il y a moyen de jouer avec ça. Et en fait, les jeunes générations jouent beaucoup avec ça. Et là, j'en viens à la suite, c'est que ça amène vraiment ce domaine enfin, cette notion d'investissement aussi dans le luxe. C'est aussi quelque chose, je pense, où les maisons sont pas à l'aise, mais elles n'aiment pas cette étiquette d'investissement. Mais c'est une réalité dans le sens où ben, la jeune génération veut faire un achat qui va garder sa valeur, que ce soit sur le neuf ou l'occasion, c'est les deux la même chose. Et j'ai envie de dire que même la nouvelle collection de Louis Vuitton, en collaboration avec Murakami, mais joue quand même sur cette corde-là, parce qu'ils savent très bien qu'une partie des acheteurs seront des collectionneurs ou des personnes qui investissent. Parce que ces pièces, moi je le vois sur les pièces vintage, d'année en année, prennent de la valeur. Ce sont des pièces qui ne perdent pas en valeur, qu'on prendront toujours, et dont parfois la cote explose après quelques années. Alors, bon, c'est pas bien de parler de la mort des gens, mais imagine quand Murakami décède. Mais et t'as absolument raison, je te rejoins. Non mais alors pas sur la mort de Murakami. Non, non, lui c'est Mais une non, longue vie. non, mais en fait, je te rejoins complètement et sur tous les points. Typiquement, tu me parles de jeunes générations qui sont, et je leur ai dit, éduquées au luxe. Ils sont même déjà éduqués, en fait, bah, et tu vois, tu le disais, ils partagent ta vision sur l'investissement. Or, moi, je sais qu'il y a 15 ans en arrière, je m'achetais mon premier sac de luxe, c'était pas pour un investissement. Tu vois, tu l'as dit Oui, toi-même. oui. Tu vois, c'était à sa plaisir. Et tu vois, regarde, la semaine dernière, exemple, semaine dernière, j'ai une de mes étudiantes qui m'écrit et qui me dit mon anniversaire approche. Voilà, je peux choisir, tu vois, mon premier sac de luxe. Tu Ah, vois, qu'est-ce OK. que vous me conseillez? Mais comme investissement aussi. Non, mais tu vois, Mmh. tu vois, alors, voilà. Bon. Donc, voilà, alors, bien sûr, je vais poser plein de questions. Voilà, on a vu ensemble, etc. Mais c'est dingue quand même, tu vois, qu'il y ait tout de suite bon, bah, c'est mon anniversaire, mon premier sac de luxe, mais attention, j'ai pas envie d'acheter tout et n'importe quoi. Tu vois, Oui. qu'est-ce que vous me conseilleriez, Sabrina? Voilà quelque chose qui va prendre de la valeur. Avant, je sais pas si nous, à leur place et à leur âge, on avait ce curseur-là. Tu vois, si c'était un paramètre qu'on prenait en compte, en tout cas dans le luxe, je sais pas. Et effectivement, avant, tu me disais que les maisons, et oh oui, Dieu se sait que les maisons ont horreur de ça. Mmh. Et surtout, ne rentrez pas dans une maison en disant Ah oui, oui, non, ça c'est clair. que Je le dis je aussi à mes veux élèves, ne dites surtout pas que vous achetez un article pour l'investissement. Pas du tout. certainement pas jamais, mais voilà, du neuf surtout pas. Mais effectivement, ils ont du mal avec ça, même s'ils le savent très bien. On le voit, regarde, ne serait-ce que là, je pense à des auction house, tu vois, où on revend en fait certaines pièces et certains sacs, des montres aussi, effectivement, là dernièrement, beaucoup de Mmh. joaillerie à des prix en fait monstres. Donc effectivement, tu vois, ils le savent très bien. Alors oui, c'est sûr, il y a la famille Stern de Patek Philippe qui dit que lui, en fait, il vend pas des pièces pour l'investissement. Ceci étant dit, quand on voit le marché, tu vois, Philippe Patek, autre que le neuf, oh, c'est incroyable. Les prix sont, Mmh. tu vois, et d'autant plus là sur les pièces vintage. Enfin, mais effectivement qu'il y a, mais forcément, il y a ce désir. Il y a le fait aussi, comme tu le disais, certaines collections qu'on a coupées.
Tu vois, donc forcément, des drops qu'on fait encore aujourd'hui, des collabs qu'on va plus forcément trouver. Oui, 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 les gens sont à la recherche de ça. Et je sais que pour certains, enfin, et toi, je pense que c'est le cas. Des gens, ils passent des journées entières, tu vois, à chercher en fait la pièce. Donc, effectivement, mais c'est vrai que je te rejoins. Les maisons de luxe ont beaucoup de mal avec cette étiquette du j'achète pour investir, tu vois. Oui, non, totalement. Après, ça se comprend. Le côté investissement, entre guillemets, ça fait pas rêver, alors que le luxe, c'est pour faire rêver, etc. C'est l'exclusivité. Mais c'est une réalité. Et moi, je l'observe aussi beaucoup au niveau des influenceurs et même des revendeurs, donc de luxe d'occasion. Oui. C'est que de plus en plus, tu as ce mot investissement, achat-investissement, qui revient de plus en plus, qui n'était pas le cas, en fait, je pense, il y a encore même un an. Donc, il y a vraiment une évolution assumée, en fait, de oui, vous faites plaisir, mais vous investissez en même temps. Et d'une manière ou d'une autre, c'est pour ça que ça m'a fait sourire pour la collaboration de Louis Vuitton, parce que je me dis, malgré tout, ils surfent sur cette vague, mais sans le dire. Mais ils le savent, donc c'est pour moi, il n'y a pas de hasard en fait. Oui, bien sûr, on va acquérir la nouvelle génération en prenant Zendaya comme égérie, mais on va chercher cette collaboration ancienne qui va parler aussi soit à ceux de la génération qui ont vu les premières éditions, soit aussi aux collectionneurs, et ça, ils le savent très bien. Donc c'est une belle manière quelque part de réunir un petit peu tous les consommateurs, mais aussi de répondre finalement aux besoins des investisseurs, quoi. Ah ben une cible toujours plus large, absolument. Je pense qu'on a bien fait le tour là au niveau justement du luxe de neuf, luxe d'occasion. Donc je te propose de passer à la suite, hein, puisque c'est passionnant. Sinon le podcast va durer 3 heures, puisqu'on est passionnés toutes les deux. Il y a une question qu'a posée un auditeur, donc qui est Alpha Consulting Service, qui demandait comment le luxe dans un marché en déclin peut-il se réinventer. Donc tu l'as déjà expliqué tout à l'heure, mais pour toi, est-ce qu'il y a des pistes qui sont plus peut-être à prendre que d'autres, et peut-être aussi ça dépend un peu des maisons de luxe? Alors, c'est vrai que là, quand on me parle de comment améliorer, alors moi j'ai vraiment l'expérience client là qui me vient, on en a parlé Oui. avant, de prime abord, parce que justement on veut vivre quelque chose. Donc, tu vois, justement hier j'écrivais un article là-dessus, c'était sur la possession, tu vois, le mot de posséder dans le luxe. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, tu vois, réellement? Et voilà, quelle est l'essence aujourd'hui? Et puis la nouvelle génération, voilà, comment en fait elle perçoit aussi ce fait de posséder quelque chose, d'acquérir quelque chose. Là, je pense à la beauté. La beauté, je sais que c'est un boom énorme. On parle de génération Sephora Kids. Dans la beauté, aujourd'hui, on fait des innovations incroyables, remarquables. On parle de skincare coréenne. Tu vois? Non, mais vraiment. Donc, je veux dire, le produit a évolué. Non, mais le produit a évolué. La façon de consommer a évolué. La façon dont on reçoit le client, enfin, les expériences sont incroyables. Moi, j'ai une amie Anna qui est, voilà, bah, je crois que tu connais Anna, Oui. d'ailleurs, qui Oui, écrit, oui. voilà, aussi pour le Journal du Luxe, qui en parle, mais divinement bien, et qui parfois me fait part de certaines expériences qu'elle vit quand elle part là-bas, en Asie. Le grain de peau, savoir comment, enfin, je veux dire, on passe dans on arrive dans des sphères, mais tu as l'impression que tu es dans une navette spatiale, hein. Je veux dire, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche. Alors, bien sûr, attention, on en parlait avec elle, ça ne s'adresse pas à tout le monde, tu vois. Typiquement, je sais pas si ma maman, tu vois, non mais c'est vrai, elle adhérerait, tu vois, à ce genre de concept, faire une queue pendant 3 heures pour trouver le fond de teint idéal à l'aide de, tu vois, Oui. photos, capteurs. Non mais voilà, donc je sais pas si elle adhérait. En tout cas, une chose est sûre, on parle d'innovation, oui, nouvelle génération, oui, on veut aller plus vite, oui, le bon produit au bon endroit parce que les gens en fait en ont marre aussi de consommer et de gaspiller de l'argent. Combien de fois on va, là je parle vraiment aux femmes, combien de fois en fait on va chez Sephora et on ne trouve jamais en fait la bonne teinte. Oui, Excuse-moi, non mais oui, non, voilà. totalement. Donc pareil, aujourd'hui avec Mac, ne serait-ce que quand ils ont sorti, tu sais, sur le téléphone, là, toujours dans la beauté, tu sais, le fait de pouvoir, en fait, voir le rouge à lèvres sur tes lèvres. Tu vois, Oui, oui. voilà. Non, c'est Donc, fabuleux. mais complètement. Je divague et je pars sur la joaillerie. Récemment, essayer, en fait, et ben, tu vois, des bijoux en mettant ton téléphone Oui, et tu vois, en oui. fait, non, mais voilà. Donc, je veux dire, ça aussi, c'est incroyable. Tu es de chez toi et est-ce que le diamant est suffisamment gros ou pas? Non, non mais tu vois, donc effectivement, ok, on tend à ça, on tend à l'expérience, on va titiller le consommateur parce que le consommateur en fait il veut autre chose. Le consommateur, et je le redis, en fait aujourd'hui il connaît encore plus le produit que parfois les gens qui le revendent en maison. Donc effectivement, l'expérience, Ouais. pareil, vivre autre chose.
Aujourd'hui, le luxe, et je pense que c'est pour ça qu'on appelle parfois des grands vendeurs en magasin, du moins en boutique de luxe. Un grand vendeur, c'est quoi? C'est quelqu'un en fait qui va s'intéresser à vous et ne pas absolument pas parler du produit. Voilà, Le c'est concept. quelqu'un qui va s'intéresser à toi, qui va échanger avec toi, qui va avoir de la conversation, qui va t'emmener à un dîner privé, qui va t'emmener à une expérience pomelato incroyable à Rome, qui va te faire vivre un défilé et qui va vraiment s'intéresser à toi, tes besoins, à ce que tu aimes, ce que tu détestes, ton train de vie, comment tu consommes, voilà. Essayer vraiment de te comprendre dans ton entièreté et c'est à ce moment-là que le produit arrivera. Et je pense Mmh. qu'aujourd'hui, c'est ce à quoi on tend et c'est ce qu'on veut en tant que client. Oui. Ouais, C'est je en te fait rejoins parce que totalement. non mais en tout cas voilà, moi c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que j'ai essayé de l'inculquer à mes équipes. Je pense que c'est comme ça aussi que tu performes et que tu surperformes. Il faut en fait c'est pareil, c'est très bien de mettre en place des trainings en magasin, c'est Mmh. génial de dire à tes équipes ok, toi tu vas 30 minutes, toi tu vas 45 minutes derrière, tu es sur l'iPad et tu réponds à une panoplie de questions. Ensuite après il faut faire des ventes écoutées, il faut appliquer. Tu vois, je veux dire, c'est en fait, c'est sans arrêt être derrière tes équipes, les accompagner. C'est en fait, eh ben, ok, c'est avoir aussi énormément de culture. Aujourd'hui, on attend ça aussi, tu vois, en boutique. Oui, oui, oui. Oui, C'est les personnes de plus en plus veulent apprendre quelque chose, en fait, sur le absolument. produit, et ils attendent que le vendeur ou la personne, qui représente la boutique, en fait, sache répondre à ces questions. C'est Complètement, il faut que tu arrives à les embarquer. Moi, je sais que j'ai eu la chance d'évoluer dans des maisons incroyables et même en fait à la vente, ils appelaient ça initiation à l'univers du luxe chez Yves Saint Laurent. J'en parlais hier. Moi, j'ai eu Franck, le directeur en fait des galeries, qui m'a donc Galerie Lafayette à Paris, mmh. qui m'a en fait appris énormément de choses avec les clientes. Et c'est quelqu'un qui jamais ne parlait du produit en premier. Tu vois, Oui, oui. pourtant on était en salon privé après et ben on était au Faubourg, hein, Saint-Honoré, on était en salon privé, on faisait des ventes incroyables pour tout ce qui était Qatar, tu vois, clientèle Mmh. qatari qui raffole d'ailleurs de Saint-Laurent et pour te dire très 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 éloigné du produit parce que comme tu l'as dit, les clients voulaient apprendre quelque chose, tu vois. Ok, Oui. qu'est-ce qu'on partage? Qu'est-ce que c'est la France? Quelle est l'essence de Saint-Laurent? Alors bien sûr, il n'y a pas tout le monde qui est ouvert à ça dans certaines boutiques. Bien sûr, il y en a qui viennent, ils veulent ce sac et ça s'arrête là. Bien sûr. Non mais voilà, bien sûr, il y a aucun souci. Ça, c'est Mais le je pense client que facile, ça. c'est vrai. Il y en a. Mais attends, faut-il encore avoir le bon produit? Oui, oui, totalement, c'est vrai. Mais, Faut-il encore, voilà. c'est vrai, aussi je pense que peut-être c'est une réadaptation des choses dans le sens, enfin, dis-moi ton avis, Oui, mais j'ai l'impression qu'on est aussi, avec les années, dans une génération où on n'est pas à l'écoute du tout. C'est le moi je, moi je, moi je, moi avant tout. Ce qui fait qu'en fait, je pense, les nouvelles personnes qui sont dans la vente n'ont pas en fait cette capacité d'écoute et doivent l'apprendre. Et c'est très difficile, qu'on n'a jamais écouté, de justement déjà pouvoir reconnaître qu'on ne sait pas le faire et ensuite d'apprendre à le faire. Et je pense que dans le temps, on était, vu la vie qu'on avait, on était quand même plus à l'écoute, à répondre peut-être aux besoins des personnes. Et en fait, l'évolution de la société a fait qu'on est devenu de plus en plus individualiste. Et donc, est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, en fait, c'est juste un retour des choses où finalement, ben, on doit réapprendre aux gens à écouter les clients? absolument. On a délaissé le client. Mais On j'adore, l'a tu es tout le complètement. temps d'accord avec moi. Tu vois, on a délaissé le client. Alors pas toujours, mais Souvent. c'est vrai. On a délaissé le client, on l'a mis de côté. Or, je te l'ai dit en tout début d'interview, enfin, faut pas oublier que c'est le client, pour le coup, qui fait vraiment, eh ben, Le chiffre oui, d'affaires. je pense, oui, qui fait, bah, oui, l'absolu dans le retail, quoi. Mm. Effectivement, on l'a mis de côté. Pourquoi? Au détriment de la maison, au détriment des produits qu'on vend. Il peut y avoir aussi dans certaines maisons une certaine prétention Oui. aussi, tu Mm. vois, des personnes qui représentent la marque. Je veux dire, moi je le dis toujours, hein, ce sont des ambassadeurs de marque et c'est le premier lien, tu vois. En même temps, alors c'est le dernier, alors comment dire, c'est le dernier maillon de la chaîne, tu vois, l'ambassadeur, et en même temps c'est le premier lien avec le client Oui, totalement. physique, Oui. tu vois. Donc moi je le dis, hein, c'est eux en fait qui vont faire le luxe de demain. Ce sont en fait les équipes que tu as sur le terrain, mais vraiment, c'est eux qui font l'image de marque. On le voit typiquement dans les commentaires. Wizville, Google, les avis, tu vois, que les clients peuvent laisser. Oui. Parfois, il y a certaines boutiques de certaines maisons.
Mais ils ont des notes. Et alors, on a beau dire, alors je ne sais pas comment ils voient ça à l'interne. Moi, où j'ai travaillé, c'était très important parce que c'est une vitrine que tu as. Et on a beau me dire, oui, ça fait pas tout. C'est comme un restaurant. Tu tapes, tu lis 5 bons commentaires, tu Mm. passes, il y a du monde, je rentre. Je lis 10 mauvais commentaires, je passe, il n'y a absolument personne. Et en plus de ça, je connais quelqu'un qui a peut-être pu me raconter encore quelque chose, c'est terminé. Oui, oui, totalement. Non, mais c'est pareil que quand on rentre dans une boutique, la considération, c'est les 5-10 premières secondes. Oui, j'irais même plus loin. C'est comme, pour le coup, quand tu rentres dans un restaurant, peut-être la nourriture t'a plu à moitié, mais le serveur était hyper sympa aux petits soins. Finalement, tu ressors quand même content. Et tu vas peut-être y revenir parce que justement l'accueil était particulier, même si la nourriture tu trouves meilleure ailleurs. Et je Et pense tu que peux c'est la... être plus empathique à ce moment-là. Oui, et je pense que ça peut être la même chose aussi enfin, pour tout type de consommation. C'est que même, imaginons que tu achètes un produit qui finalement répond peut-être pas à tes besoins, le vendeur était tellement sympa que tu vas y retourner pour acheter autre chose, quoi. Donc, oui, non, je suis totalement alignée avec toi. Justement, comme on parle de l'expérience client, j'aimerais bien qu'on s'intéresse d'un peu plus près justement à l'expérience en boutique. Et donc, c'est génial parce qu'on va pouvoir avoir ta vision de l'expérience boutique côté client et côté conseiller, parce que c'est vraiment deux choses différentes, mais intéressantes à cerner. Côté client, alors, j'ai vu une interview il n'y a pas longtemps, je ne citerai pas qui c'était parce que j'ai adoré en fait ce qu'elle a dit, d'une très grande maison qui a dit qu'en France, on adore être accueilli comme Louis XIV. Et moi, j'adore ça parce que je partage l'idée. Je partage l'idée. Client du luxe, exigeant, plus. Alors, on a tout, en tout cas aujourd'hui encore plus, on a vraiment de tout. Effectivement, quand on est du côté du client, c'est comme tu me l'as dit en tout début d'interview, tout dépend en fait le projet. Est-ce qu'on est Mm. déjà consommateur depuis très longtemps? Donc, est-ce qu'on y vient assez aisément? Est-ce qu'on vient régulièrement? Est-ce qu'on passe juste pour un café pour se raconter les choses et voir les nouveautés ou même pas? Tu vois, voilà. Est-ce que c'est la première fois qu'on y rentre? On n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes exigences. Par contre, de l'autre côté, on se doit d'être au rendez-vous, peu importe qui est en face de nous. Et de la même Mm. façon. Là-dessus, il y a un gros travail à faire. Oui. Je suis désolée, je m'excuse pas, je dis les choses. Hein. Non, mais dans ce Je veux dire, podcast, toutes les deux, on on dit est les choses. consommatrices. J'y travaille aussi, donc tu vois, je vois vraiment. Oui, on dit les choses, et puis surtout, alors j'ai cette chance, oui et non, des formations professionnelles, mais oui, dès que je rentre dans une boutique de luxe ou même un corner, tu vois, en grand magasin, oui, j'ai un radar et oui, je peux tout de suite voir en fait ce qui va et ce qui va pas. Heureusement, Mm. c'est mon job. Oui, Donc, oui, non, donc effectivement, oui, il y a des choses qui vont m'irriter. Typiquement, être sur le téléphone à longueur de journée, quand bien même en fait, tu vois, je veux dire, quand bien même aujourd'hui, c'est rentré dans la norme parce qu'on peut faire des commandes, etc. Tu vois, CRM, chercher le client, c'est une chose. Moi, j'ai eu beaucoup de grandes maisons qui m'ont dit que ce qu'ils avaient en fait en retour des clients, c'était non mais attends, je suis absolument plus considérée, elle est c'est sur ça. son Oui. téléphone. Voilà, non mais parce qu'elle est en train de chercher la chose, elle ne me considère même plus, elle lève même pas les yeux. Non mais donc tu vois, ça, en tout cas, c'est les retours que j'ai quand j'accompagne aussi certaines maisons sur l'expérience client en magasin. Qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué aujourd'hui? Pourquoi on ne va pas plus loin? Pourquoi on perd aussi des clients? Tu vois, Oui. comment on va aller rechercher nos anciens clients et aussi, comme tu l'as dit avant, de nouveaux clients? Voilà, je veux dire, oui, ce qui se passe en magasin actuellement, c'est compliqué plus. Pourquoi? On parle, tu sais, on est sans cesse en train de dire, on le lit partout, les recruteurs sont à la recherche de talents. On est dans des quêtes de talents. On recherche des talents. Des talents humains. Oui, c'est ça. Donc des talents humains. Moi, je reste persuadée que, en fait, à un moment donné, ces maisons doivent en fait aussi s'ouvrir sur le Mm. panel, tu vois, de recherche. Enfin, c'est au-delà d'un profil. Hein. Tu l'as dit, on parle d'humain. Typiquement, moi, j'ai eu des surprises incroyables dans le monde de l'hôtellerie. C'était, effectivement, ce sont des gens en fait qui cherchaient après Covid. On sait Oui. ce qui s'est passé hein, voilà, pour certains grands groupes hôteliers. Et moi, je sais que j'ai eu mais vraiment des surprises incroyables avec des gens qui étaient de l'hôtellerie. Maintenant, la façon aussi qu'on a aujourd'hui d'accueillir le client, elle est tout autre. Je suis désolée, rentrer dans une grande maison, presque prendre un ticket, attendre son tour. Non, mais tu vois, voilà. Je veux dire, c'est compliqué, surtout quand c'est une première. On arrive dans le magasin, personne ne nous connaît, c'est la première fois que tu rentres là-dedans. Et le pire, hein, c'est que tu fais face donc après un sales qui te dit qu'est-ce que vous recherchez, je cherche tel article, on ne l'a pas. Voulez-vous mettre sur liste d'attente? Oui, non, au revoir, bonne journée. Je pense qu'on a fait mieux dans l'exercice client. Là, tu sais, si là je peux donner un conseil, et certaines maisons le font très bien, moi j'en accompagne certaines là-dessus, c'est comment je rebondis quand j'ai pas l'objet. Tu vois?
Je suis une ancienne commerciale, donc tout ce que tu me dis, ça me parle énormément. Oui, c'est trouver une Et oui, alternative. toi, tu as de l'appliquer quotidiennement. Oui. C'est OK. Mais c'est dingue quand même qu'il faille attendre 2024, 2025 pour se dire, OK, bah là, nos clients, ils sont peut-être un peu beaucoup frustrés parce qu'en même temps, sur les réseaux, ils voient beaucoup d'unboxing. Oui, oui, non, Donc, c'est sûr. comment on fait pour ne pas les frustrer? Parce que ça fait 5 fois qu'elle vient, la petite dame, et ça fait 5 fois qu'on n'a absolument pas cette pièce. Mais après, je pense qu'on en revient à ce qu'on discutait avant, c'est l'écoute. C'est peut-être creuser le besoin du client et peut-être que l'article pour lequel venait le client, c'est pas celui qui lui convient. Et donc là, si on lui trouve la solution, ben, le client sera d'autant plus ravi. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est la Absolument. communication et L'écoute écouter. et l'empathie et l'humain, parce que, excuse-moi, mais vendre en fait une paire de sandales, parce qu'il faut vendre une paire de sandales, mais que la cliente parachète. Oui, mais vous inquiétez pas, il y a des spas. Donc, tu vois, je veux dire, et en fait, on n'y est plus. Avant, tu me disais, quand tu as introduit le sujet, tu m'as dit, on n'écoute plus le client, on est vraiment dans le moi-je. C'est ce qui se passe. Ils ne Mm. sont absolument plus du tout tournés vers leurs clients. Tu as l'impression qu'ils n'ont plus le temps parce qu'il faut être rentable. On parle de productivité. Non, mais c'est vrai, hein. Oui. Je veux dire, il faut que ce soit vite, bien fait, tout de suite. Ce que j'ai en stock, je dois le liquider maintenant. Et effectivement, en fait, je m'en fiche que tu cherches en fait une paire de sandales ou un foulard, peu importe. L'écoute n'y est plus. Et je pense aussi que c'est pour ça que les gens se sont détournés de certaines maisons. Elles ont commencé à boycotter. Et surtout que certaines, alors, il y en a, ça a été un boycott complet, hein, complètement détourné. On n'arrive plus du tout à fidéliser le client, on le sait. Hein. Mm. Une même cliente qui achète absolument tout chez Dior, ça n'existe plus, il y en a que très peu. Non, mais c'est vrai, avant, on en avait. Non, mais aujourd'hui, Oui, ben non, elle achète ses slingbags chez Chanel, elle achète son sac chez Hermès, et puis, oui. tu vois, voilà. Donc, ça, on est aussi dans cette quête. Mais effectivement, donc je pense que le client, effectivement, soit à boycotter, ou soit il faut plus du tout être surpris quand ces mêmes clients restent de chez eux et commandent, quand ils le font encore, un sac Lady Dior de la maison. Parce que moi j'ai eu le cas et on m'a dit clairement, mais pourquoi vous voulez que je me déplace en boutique? Quelle va être la valeur ajoutée? Ah, mais Oui. tu vois, c'est fort, hein. Et ce sont des clients luxe, tu vois, je veux dire, et qui consomment, heureusement. Tu vois, parce que quand tu Oui. vois la part du e-commerce qui explose, était à 12-15% ces dernières années, et surtout que tu vois que les grandes maisons qui ont dit, ah non, jamais on vendra en ligne, mais jamais, ah ben Il y en a on a encore vu le une qui tournant. résiste. Il y en a encore une qui résiste, mais oui, oui. Oui, oui, Je suis... il y en a encore qui résistent, c'est vrai. Après ça, je sais pas si c'est une question auquel tu sais répondre, mais moi je sais que quand j'étais commerciale, alors si tu veux être un bon commercial, normalement, ton but principal c'est la vente, c'est l'écoute du client et voilà, avoir toute ta concentration sur la vente. Je sais que dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, le vendeur n'est plus qu'un vendeur, c'est-à-dire qu'il fait la vente, il fait l'administratif, il fait la gestion des stocks, bla bla bla. Ce qui peut paraître normal, mais du coup, quand on est sur plusieurs fronts, ben, on n'est plus très bon dans son activité principale. Et je ne sais pas si c'est le cas aussi pour le luxe et que ça peut avoir et peut-être une influence qu'il faudrait un peu repenser aussi de remettre les vendeurs juste en vendeurs. Il y a une surcharge, c'est sûr. Il y a une surcharge de travail, ça c'est certain. Je te l'ai dit avant, on en demande toujours plus. Hein. Mm. Productivité, mais en même temps on coupe. Et puis on demande en fait à la personne qui est sur terrain et ben, de faire de la vente, mais en même temps de faire du training et en même temps d'être manager. Or, on le sait très bien, hein, n'est pas manager qui veut. Non. Et puis c'est pas forcément le manager qui va exceller dans le training. Tu vois, parce que tu peux avoir un premier vendeur qui est excellent justement là-dedans Très et bon, qui va très mauvais manager. Absolument. Et Oui. puis certains ne veulent même pas l'être. Tu vois, qui se disent non, non, moi je sais faire, enfin, moi je sais super bien faire ça. Voilà, je reste là-dedans et je le fais très bien. Ok, il y a aussi une surcharge dans le luxe, on le sait. On coupe partout, hein. Les moyens sont coupés partout. Après, alors oui, effectivement, il y a toujours des gros paquebots. Il y a toujours des grandes boutiques. Là, je pense à Genève, où il y a toujours des très grands paquebots où ils sont énormément. Ils Mm. ont cette chance, voilà, de pouvoir être énormément. Et où voilà, la manager, en tout cas du paquebot, peut justement être focus sur ce training. Et encore, là, en ce moment, on fait, je pense que tu as dû le voir, il y a eu une flopée en fait d'offres en ligne sur le training management. Parce qu'on s'est rendu compte, parce qu'on vient de se dire que peut-être qu'elle n'avait pas le temps, la manager, ou alors qu'elle était peut-être pas forcément douée là-dessus, ou alors voilà, on voulait apporter aussi un souffle nouveau. Ça, c'est pareil, c'est très 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 difficile pour les maisons. Ils sont dans un mindset où on promeut l'interne. C'est Mm. très bien de promouvoir l'interne. C'est super. C'est une chance incroyable, surtout dans les grands groupes, tu vois, où ils ont une Oui. multitude de maisons et les gens peuvent évoluer, tu vois, d'un groupe à l'autre. Oui. Par Oui. contre, moi, je pense que parfois, il faut aussi savoir, en fait, ouvrir la porte à quelqu'un qui est externe.
les marques aujourd'hui, elles ont aussi ce problème de j'appelle à l'aide. C'est un peu comme quand tu disais la seconde main. Mmh. C'est OK, j'appelle à l'aide, je fais appel à l'externe. Je suis externe. On a des grands groupes aussi. Avant, on en citait. Voilà, on citait certains grands groupes qui viennent en fait en renfort sur certains sujets de management. Voilà. Donc les marques en fait ont aujourd'hui encore cette honte, tu vois, de dire on se fait aider parce que là-dessus on a un problème. Oui. Voilà, donc, effectivement. Par contre, oui, je suis d'accord, et ça, par contre, je réponds à ta question, oui, il y a une surcharge aussi. Oui, le vendeur, en fait, n'est plus que vendeur. C'est pas pour rien qu'on dit ambassadeur de marque, tu vois. Parfois, tu le vois dans certaines maisons, ils sont en train de gérer 3-4 clients en même temps. Il est en train, en fait, de faire le paquet gado, mais il n'y a pas cette fois-ci la personne qui est d'habitude à la caisse, donc lui aussi, tu vois, est dédié à l'encaissement. Enfin, voilà, donc c'est vrai que il faudrait repenser ça, mais économiquement, et puis on le sait, les loyers deviennent de plus en plus démentiels. On crée Mmh. des espaces aussi de plus en plus démentiels. Oui. Donc, tu vois, on n'arrive pas à pallier à tout. Mais c'est vrai que ça, et ça, je le dis et je le redis, et pour avoir été aussi de l'autre côté, pas que du côté client, effectivement, la surcharge, oui, oui, bien sûr, est là. Oui. Non, à mon avis, c'est un tout. Mais Oui, quelque part, c'est bien que ça leur arrive parce qu'ils sont obligés de repenser leur système. Après, pour l'expérience client, oui, moi aussi, j'aimerais partager quelque chose que j'ai oui, vécu personnellement et récemment et qui illustre vraiment tout ce que tu viens de dire. C'est que il y a quelques mois, je suis rentrée dans plusieurs boutiques Dior, en fait, parce que je voulais m'acheter investir dans plusieurs bijoux. Je savais exactement ce que je voulais et donc, dans chacune d'entre elles, je rentre, je demande à voir les bijoux, etc. Et d'une boutique à l'autre, c'était pas du tout le même accueil. C'est-à-dire qu'il y a, il y a malheureusement, je pense, encore des ambassadeurs, comme tu les appelles, qui prennent de haut les personnes qui rentrent, qui n'ont jamais vu, et se disent ok, cette personne ne m'achètera jamais, et en fait, qui ne font même pas le petit effort d'être agréable. Et lorsque tu dis c'est bon, j'ai choisi, je vous achète, là, en un coup, le comportement change. Et ça, je trouve aussi que c'est hyper mauvais. Ça peut faire fuir certains clients, surtout si tu vas t'acheter justement ton premier bijou de luxe, t'oses pas trop rentrer, bah, tu vis ça, ça donne pas envie d'y revenir. Et puis même, il y a aussi d'autres commerciaux qui sont hyper accueillants, et là ça donne envie de revenir uniquement voir ce commercial-là en fait dans cette boutique-là, donc là c'est positif, mais je trouve ça dingue qu'aujourd'hui, en fait en 2025, quand je rentre dans 3 ou 4 boutiques différentes de la même marque, en fait je n'ai pas du tout la même expérience client. Donc tu parles beaucoup d'expérience client, mais en fait je trouve que cette expérience, elle doit quand même être linéaire, quelle que soit la boutique dans laquelle homogène. tu rentres. Ça, il y a un gros problème, je me suis dit, il y a un gros souci quand même d'encore vivre ça aujourd'hui. Je trouve ça même dingue qu'en fait le vendeur change d'attitude si tu lui dis que t'achètes, et sinon ne te considère pas, c'est pas normal. Enfin, je trouve ça dingue en fait aujourd'hui. Et ce n'est pas que dans la boutique Dior, j'ai déjà vécu ça aussi plus avec Chanel, mais je trouve que c'est une grosse erreur stratégique, et comme tu dis, tout part de ces ambassadeurs, et ça démontre en fait que rien qu'avec ça, tu peux, comme tu disais, une personne n'est plus fidèle à une seule marque. Bah, une personne, voilà, qui n'est pas habituée à acheter beaucoup de luxe pourrait se dire ok, moi Dior, j'y rentre plus jamais. Et je connais des gens qui disent moi cette maison, je veux plus en entendre parler. Et c'est pas la marque en elle-même qui a un problème, c'est la personne qui représente cette marque. Alors le problème, en tout cas, si je peux me permettre, je rebondis tout de suite parce Oui. que c'est des feedbacks que je reçois quotidiennement, malheureusement. Plein de maisons, comme tu l'as dit, sans en citer une particulière. Mais le problème vient en tout cas à l'interne du top management de la boutique. Mm. Tu vois, je veux dire, si ça en découle, si déjà ton top manager est comme ça, forcément, ça en découle, on en parlait la semaine passée, j'avais un sujet là-dessus, forcément que ça en découle sur le dernier maillon de la chaîne et sur le client. Moi, j'appelle ça un management des années 80 qui est complètement dépassé, mais vraiment, et sincèrement, c'est pas du tout les maisons qui survivront. En tout cas, pas les maisons, mais en tout cas la boutique qui Mm. survivra. Et on le sait très bien, on le voit, parce que dès qu'il y a un coup de balai, on remet un coup de neuf dans ce top management. On le voit à travers les commentaires, on le voit à travers les ventes, on le voit à travers la réputation. Là, je parle vraiment dans une ville, même dans une Mm. petite ville. Voilà, on voit la réputation, on voit l'impact direct. On oublie, je pense que quand on fait ce métier, il faut aimer l'humain. Il faut être un brin empathique, tourné vers l'autre. Non, mais je le pense sincèrement, tourné vers l'autre. Alors, bien sûr, on est là pour faire du chiffre, on est là pour faire du business, on le sait,
Par contre, se détourner complètement de ça, non. Pareil, juger quelqu'un parce qu'il arrive aujourd'hui, en 2025, en jogging, ou parce qu'elle sort de sa salle de sport. Oui, on a entendu des histoires là-dessus. Voilà, je veux dire, c'est moi, pour moi, c'est en fait, je me dis non, mais ça n'existe plus. C'est pas. Alors bien sûr, si, ça existe. Mais pour me dire, je me dis non, mais attends, c'est plus possible. Alors si, parce qu'on est dans le luxe, parce qu'on a certains codes. Qu'on se le dise, hein, on a certains codes. Parce qu'il y en a aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi à ces postes-là de top management, toujours dans des boutiques, hein, parce qu'ils ont été promus avec le temps et pas forcément des gens voilà, qui ont les compétences. Hein. Alors attention, hein, il y en a qui sont là depuis très longtemps et qui font ça royalement bien. Et moi, j'ai appris vraiment énormément de choses auprès de ces personnes-là, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses auprès d'une nouvelle génération, quelqu'un qui était peut-être pas forcément de ce milieu. Et d'ailleurs, c'est ça. Parfois, je me dis, c'est peut-être pas plus mal, tu vois, quelqu'un qui vient pas forcément de cet univers du luxe, tu vois, qui a travaillé, par exemple, peut-être dans les parfums, dans l'hôtellerie, voilà, parce que tu peux le mouler différemment. Et puis, voilà, il y a un nouveau souffle aussi qui arrive. Oui, il y a un regard Là, neuf aussi, un regard absolument, externe. et c'est ça, et c'est ce qu'on demande aussi, je pense, c'est ce qu'on attend. Le client n'est absolument plus le même. La clientèle est vieillissante. Les gens consomment différemment, veulent autre chose. Et pareil, la façon en fait dont on s'adresse à eux doit être aussi différente. Il faut qu'on arrive aussi à capter cette nouvelle attention. Je veux dire, c'est terminé pareil, est-ce que je peux vous aider? Même dans des maisons de luxe. Alors que là, je pense que tout le monde va lever les yeux et dire non, mais ça n'existe pas. Je vous assure que je peux citer une maison qui est en bas de ma rue à Genève. Et voilà, non mais. Donc effectivement, c'est sûr, on ne peut pas être bon partout. Par contre, je rejoins ce que tu disais, alors il faut bien s'entourer. Voilà, on ne peut pas être bon partout, mais voilà. Oui, il faut bien t'entourer et il faut vraiment, vraiment, vraiment pas rechiner là-dessus. Enfin, vous êtes, et je le redis, ambassadeur de marque. Le premier point d'accroche avec la maison. Ça se trouve, c'est ce que tu disais, c'est le premier et le dernier souvenir. Typiquement, je le sais, moi, je retourne dans certaines boutiques, dans certains pays, même si c'est plus cher pour la personne. Le lien que j'ai créé avec elle, parce qu'elle continue de m'écrire quotidiennement, au-delà de quand il y a des nouvelles collections, parce qu'elle me connaît. C'est vraiment un travail sur du long terme. Bien sûr que cette personne, alors ça aussi, je le sais, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps là-dessus, on leur en demande de plus en plus à ces personnes en fait à la vente qui sont investies, parce qu'en fait, c'est un travail de longue haleine avec nous, les clients. Oui. Effectivement, tu vois, constamment en lien, que tu sois en vacances, ailleurs, parce que le luxe et vraiment les clients ultra luxe ont des exigences constantes. À 4h du matin, tu reçois un SMS de quelqu'un qui veut tel sac parce qu'elle part à Bali à telle date, tu dois te débrouiller. Oui, voilà, j'ai à rebondir. Alors oui, c'est sûr que psychologiquement, ça peut avoir on en demande beaucoup. Mais en fait, c'est ce que je disais, c'est tout ou rien. Tu vois, regarde, typiquement, toi, là, bon, tu as eu une expérience de cette façon, alors que tu vas aller peut-être dans un Dior tout autre, et tu l'as dit, hein, tu as été, et ça a été le jour et la nuit. Il faut une certaine homogénéité. Maintenant, c'est pas évident de manager de l'humain. Non, ça c'est pour partout. Oui. Mais aussi dans le secteur du luxe, j'ai ma belle-sœur, par exemple, qui est dans les jets privés, dans l'aviation. Et finalement, c'est aussi une clientèle, bon, c'est plutôt VIP aussi. Donc, quand tu parles, je pense, des clients qui ont beaucoup d'exigences et ceux qui, généralement, ont beaucoup de moyens, c'est similaire, en fait. Elle, en fait, si un client lui fait une demande pendant la nuit, elle doit pouvoir y répondre, etc. Mais après, on n'est pas sur le même niveau de salaire non plus, pas sur le même niveau de commission. Donc, voilà, après, je ne sais pas comment c'est structuré au niveau du management du luxe, mais je suppose quand même qu'il y a peut-être des conseillers dédiés justement à cette clientèle très VIP qui finalement représente un petit pourcentage. On en revient à ce que tu dis, il faut la bonne personne au bon poste pour ce genre de client aussi. Absolument. Et oui, alors là, si on commence à se lancer dans les salaires, oui, il y a aussi un sujet, alors là, je pense principalement à la France, mais oui, il y a aussi un gros sujet là-dessus. On en demande de plus en plus, et en même temps, on coupe certains moyens, mais on demande quand même de l'engagement. Plus, hein, dans le luxe. Hein. Et je le sais, les maisons qui survolent, c'est des gens qui œuvrent pour ces maisons, qui sont engagés, passionnés. Il y a une bonne base, après je pense qu'ils doivent revoir certaines choses. Je pense que tu peux avoir une exigence par rapport à tes ambassadeurs si d'un autre côté peut-être tu les allèges de certaines choses qui ne sont pas vraiment liées à la vente, si tu vois ce que je veux dire. Lead by example. Donc voilà, il y a des choses qui sont faisables en fait sans que ça te coûte spécialement plus d'argent. Ça dépend un petit peu comment tu les manages, encore une fois. Je sais pas si tu avais encore quelque chose à rajouter sur ce sujet passionnant également. Non, mais en tout cas, je souhaite beaucoup de courage à tous ces ambassadeurs et c'est pas facile. vraiment. Non, parce que
C'est éprouvant quotidiennement et comme je le dis, c'est eux et j'arrête pas de le dire même à mes étudiants, tu sais, qui cherchent un premier stage Oui. dans le luxe, c'est formateur. Surtout quand ils ont la chance d'évoluer auprès de personnes incroyables et justement des gens qui sont là parce que parfois au sein d'une même équipe tu as des gens qui sont là depuis 30 ans et d'autres qui viennent d'arriver Oui. et tu vois d'horizons différents et en fait je pense qu'à l'époque c'est ça qui faisait la force. Aujourd'hui on essaye d'avoir les mêmes écoles, tu vois voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui ça devient un peu plus compliqué le management, hein. Je pense que c'est important ce que tu dis aussi parce qu'il faut quand même le dire. Enfin, moi j'étais commerciale, c'est que c'est pas des métiers faciles où, comme tu dis, on est tout le temps face à l'humain et c'est fatigant. Faut dire aussi, l'humain est fatigant. Psychologiquement c'est éprouvant. Voilà, donc ça aussi, il faut quand même, je pense, le mettre en avant, c'est que c'est des métiers psychologiquement lourds, où quand on sort d'une journée de travail, on est fatigué. Alors certes, on n'a pas soulevé des poids toute la journée, mais on a beaucoup C'est une autre parlé. fatigue. C'est une autre fatigue et c'est vrai que c'est une dimension à prendre en compte. Je pense aussi qu'avec les années, tu ne peux pas rester tout le temps empathique. Dans le sens où tu as des humains qui sont très sympas, donc des clients super chouettes, mais tu as aussi des clients vraiment casse-bonbons. Et je pense qu'avec les années, certaines personnes, selon ta personnalité, deviennent plus aigries. Et donc, il faut aussi peut-être pouvoir déplacer le poste de ces gens-là pour qu'elles restent toujours, comme tu dis, impliquées, passionnées par ce qu'elles font et pas qu'elles deviennent aigries. Et donc, là aussi, une fois que tu deviens aigri en tant que vendeur, ça a des répercussions sur le reste de ton équipe. Voilà, je veux juste préciser ça parce que c'est une réalité qu'on ne connaît pas spécialement, qu'on n'est pas dans ces métiers-là et ça fait partie du métier, quoi. Donc voilà. Eh bien, je voulais aussi en venir, on va embrayer sur une des dernières questions. C'est lorsqu'on est dans une boutique de luxe, quels seraient tes conseils de... Bon, ici, il faut savoir que la majorité des personnes qui écoutent ce podcast, qui le suivent, soit connaissent déjà un petit peu le luxe et sont déjà rentrées dans des boutiques, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en fait juste curieuses du sujet et qui ne sont peut-être jamais rentrées dans une boutique. Et donc, on est vraiment curieuse de connaître en fait tes meilleurs conseils de ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on rentre dans une boutique de luxe, mais aussi les bonnes pratiques que tu recommanderais justement à quelqu'un qui rentrerait pour la première fois pour un achat ou non, même pour aller se renseigner. Découvrir. Voilà, on t'écoute. Alors pour des bonnes pratiques, non. Alors dans un premier temps, je pense que si on n'est pas du tout familier à cet univers, hein, aller en grand magasin. Tu le disais au Oui. début, tout est ouvert. Oui. Donc voilà, si on a peur, si on est effrayé, si voilà, on peut être effectivement, ça, moi je reste persuadée pour accompagner les étudiants, oui, bien sûr que ça peut être effrayant. Donc, aller en grand magasin, les espaces sont ouverts, tu vois, les produits sont à portée de main. Parfois, c'est aussi, alors parfois, il y a absolument pas. Alors, ce sont des pop-up aussi, tu vois, de temps en temps. Oui. Voilà, je veux dire, en tout cas, en première accroche, effectivement, aller dans les grands magasins, que ce soit pour la beauté, pour l'horloge, la joaillerie, voilà. Aujourd'hui, en fait, tout est complètement ouvert. Je pense au bon marché, tu vois, Oui. typiquement, où les espaces sont pas forcément, tu vois, complètement fermés. Chez nous, en Suisse, c'est vrai qu'on a Globus. Tu vois, c'est un grand magasin. Tu peux vraiment te promener dans les allées. Les marques sont vraiment, tu vois, ouvertes. Donc, effectivement, en tout cas, c'est ce que je dirais dans un premier temps, si on est un peu effrayé à l'idée, tu vois, et surtout qu'on n'est pas familier, oui, à cet univers, tester les grands magasins et puis surtout quand on est à l'étranger, aller dans les malls. Enfin, pour le coup, il y a tu le disais, hein, il y a des malls incroyables et où on peut se promener en fait sans être parce que je pense aussi que quand on rentre dans la boutique et qu'on fait face à une armée, ça peut faire très peur. Oui, surtout que, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer dans une boutique de luxe. Récemment, à Bruxelles, chez Delvaux, j'étais la seule personne dans la boutique. Donc oui, tu te dis, tiens, est-ce que je dérange ou pas, selon, les Impressionnant. ambassadeurs que tu as en face de toi. Donc oui, Oui. ça peut être impressionnant, surtout si tu n'étais jamais rentré dans une boutique. Tu te dis, tous les yeux sont sur moi. Effectivement. C'est pour ça que là, je pense au printemps. Enfin, tu vois, voilà, il y a des. Alors, le bon marché, ça peut peut-être aussi effrayer, mais alors, en tout cas, le printemps, tu vois, où tu sais que tout est complètement ouvert et les gens, voilà, sont susceptibles de rebondir. Le grand magasin, c'est autre chose. C'est vraiment, tu vois, un espace, voilà, où tu peux découvrir. Tu ne rentres pas forcément que pour une seule maison. Tu peux te promener, Oui. flâner. En tout cas, plus facilement. Ensuite, alors les conseils, pareil, n'hésitez pas, et ça je le redis, si on rentre dans un corner ou en magasin, si vous ne voulez pas acheter, mais vraiment juste en fait être renseigné, découvrir, poser les questions. N'hésitez pas. Poser les questions, demander. Après, il y a aussi plein de choses aujourd'hui qui ont été mises en place de l'après-Covid. On peut prendre rendez-vous, Oui. même si on ne veut pas acheter. Même si on ne veut pas acheter, alors parfois on peut cliquer. Alors qu'est-ce que vous souhaitez faire? Eh bien écoutez, découvrir nos collections, absolument. Voilà, vous cliquez et vous prenez un rendez-vous. C'est sûr que si vous arrivez en moment de rush pendant la période de Noël,
Bon, bah, tu l'as dit avant, hein, Cécile, les gens sont humains en face de toi. Voilà. Malheureusement, bon, bah, c'est comme ça. Il y en a qui vont le faire très bien, ils vont vous dire peut-être de repasser. D'autres, bah, vous considéreront pas. Alors, plutôt que, moi, je préfère anticiper. Plutôt que voilà la personne en fait comme tu l'as dit ne vient qu'une fois et ne reviendra plus. Donc anticiper. Il y a vraiment pour le coup aujourd'hui plein de choses et plein de moyens. Louis Vuitton ils le font super bien. Ils ont des QR codes sur les vitrines. Donc Oui. tu passes, tu scannes, je prends un rendez-vous. Voilà, je découvre. Pareil pour les étudiants, ça c'est beaucoup, beaucoup pour les étudiants quand ils ont des travaux. Vous voyez, prendre des photos, etc. Poser les questions. Alors parfois c'est non, j'entends. C'est pareil, je leur dis souvent allez alors en grand magasin. Tu vois, on va être Mhm. justement peut-être plus, on va un peu plus tendre, je pense, à t'aider. Mais voilà, prendre rendez-vous en tout cas en amont, ça c'est une chose pareille. Si vous voulez en fait simplement des renseignements comme toi tu as voulu sur des bijoux, n'ayez pas peur de poser des questions. Alors, ils sont là pour ça, hein. Ils sont là pour vous montrer, pour vous expliquer. En fait, il faut pas. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on est complètement. Enfin, cette nouvelle génération est complètement décomplexée. Moi, je le vois avec les étudiantes. Elles rentrent en magasin, elles ont envie. Bah, qu'est-ce que vous avez reçu en nouvelles lunettes de soleil? Voilà. Non, mais voilà. En plus, alors elles connaissent pratiquement. Je pense à Bottega, elles connaissent pratiquement toutes les nouvelles lunettes. Non, mais je veux le sardine. Voilà. Donc effectivement, je veux dire, soyez là-dessus, en fait, essayez de faire tomber les barrières. Après, c'est pareil, n'hésitez pas, comme tu l'as dit, à vous faire accompagner. Tu vois, si vous voulez être voilà, avec vos amis, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui est déjà client ou pas. Mais voilà, n'ayez pas peur, en fait, de rentrer eh ben, à deux, à trois, Oui, voilà, dans la... Absolument. enfin, personnellement, moi, c'est donc au tout début, moi, j'avais vraiment cette crainte de rentrer dans une boutique de luxe. Et pour le coup, mon mari, lui, Qu'est-ce franchement, qui t'effrayait? Qu'est-ce qui te rebutait, justement? Qu'est-ce qui pouvait, oui. c'est bien, c'est toi qui me poses une question. Mais écoute, je suis de nature quand même timide, même si ça se voit peut-être pas. Et donc, oui, j'avais peut-être peur des regards, du jugement, etc., de pas me sentir à ma place. Alors que, au final, moi personnellement, voilà, je viens d'une famille plutôt aisée, etc. Donc, c'est même pas comme si je connaissais pas, voilà, des hôtels 4 étoiles, etc. Enfin, je connais quand même une partie de cet univers, mais malgré tout, je sais pas, je me sentais, j'avais l'impression que c'était opaque, c'était pas un monde ouvert, qu'il fallait être une vieille de 50 ans pour pouvoir y rentrer, enfin, déjà pleine de bijoux, enfin, vraiment un peu cliché aussi pour le coup, mais je pense que beaucoup de personnes ont cette représentation. Ah oui, il y a beaucoup de clichés dans le luxe. Oui, voilà, mon mari lui est pas du tout impressionné. Il m'a dit, mais allez, viens. Limite, c'est lui qui a poussé la porte et m'a poussé dedans. Euh, et donc voilà, mais ce qui est comique, c'est qu'avec les années, enfin, je me suis un peu fait violence, bah, un peu comme quand tu dois apprendre quelque chose de nouveau, que tu te sens pas à l'aise. Je me suis dit, voilà, je vais rentrer. Puis, je vais toucher un article, parce que j'osais même pas les toucher, ça, je me souviens. Et puis, l'étape suivante, c'est, ben, je vais poser une question. Si on me propose si je veux boire quelque chose, je vais dire oui. Je vais prendre le temps. Et donc, en fait, chaque fois que je rentre dans une boutique, entre Un guillemets, step un peu plus, oui. voilà, j'ose de plus en plus et je me sens aujourd'hui totalement légitime. Ça me fait limite plus rien, en fait. Non, Euh, c'est clair. mais ça m'a mis quand même, oui, je vais pas mentir, ça m'a mis quand même quelques années pour me sentir aujourd'hui totalement à l'aise avec ça. Et je le vois aussi parmi mes élèves de ma formation, c'est que la plupart ont entre 30 et 50 ans et elles ont exactement les mêmes peurs que j'avais. Même crainte, oui. Oui, les mêmes craintes. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis dit, c'est intéressant aussi d'avoir, toi, tes conseils, etc., de personnes, voilà, qui a vraiment vu les deux côtés. Parce qu'en fait, oui, la jeune génération n'a pas du tout ces barrières, mais les personnes de notre âge, en fait, les ont. C'est même parfois très, très ancré de ne pas oser poser une question, de se sentir complètement illégitime de rentrer dans la boutique, etc. Et je pense que si on est amoureux de ces produits de cette qualité, ben, il faut parfois essayer d'oser aller hors de sa zone de confort, en fait. Absolument. Et au final, ok, si on tombe pas sur un conseiller super sympa, le moment est moins chouette. Mais vraiment, je dis toujours que l'expérience client, bon, on en revient à ça, l'expérience client dans une boutique de luxe peut être vraiment exceptionnelle. Ça fait partie intégrante, en fait, de la consommation du luxe, quoi. Ah, on peut vous embarquer alors que vous n'avez absolument rien acheté. C'est ça. Mais on peut vous embarquer, vous raconter des choses inédites, vous montrer, je veux dire, un process ou quelque chose de complètement formidable. Là, je pense aussi à l'expérience voilà, dans le parfum, chez Chanel. Enfin, je veux dire, et en plus, quand on est consommatrice du luxe, à un moment donné, et qu'on y travaille, c'est compliqué, vous embarquez plus, plus, plus. Et pourtant, Mm. il y en a qui le font, je peux vous dire, il y en a qui le font royalement. Après, je rebondis juste sur ce que tu disais, Cécile. Toutes ces personnes qui n'osent pas rentrer, dans ces boutiques hein, de luxe, n'oubliez pas aussi que c'est beaucoup de façades. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de façades. Parfois, voilà, parfois le luxe veut froid, inaccessible, souvent, voilà, hautain, glacial. Aujourd'hui, je trouve que
En tout cas, on essaye, et là je pense au top management des maisons, hein, pas forcément en magasin, mais on essaye, et c'est ce que je disais, de le démocratiser, ne serait-ce que par les égéries, par les collabs, par voilà, plein de choses. Donc effectivement, non, il faut oser pousser les portes et se faire accompagner, si jamais. Et pour ce que tu me disais, donc les do et les don'ts, donc voilà, ce qu'il ne faut absolument pas faire, et je le redis, si vous entrez dans une boutique de luxe pour investir, alors là on est vraiment dans un mindset de achat pour investir, n'en parlez pas. Oui. Pareil, quand on va vous demander dans une grande maison, on va vous poser la question, voilà, quel sac vous souhaitez, vous donnez le nom de la collection du sac et vous dites 18 ou 22, peu importe la couleur, peu importe le cuir, non. Ça marche pas, vous l'aurez pas, on vous le donnera pas. Sur un coup de chance, on vous le donnera. Et voilà, donc pour le coup, en fait, pareil, soyez pas impatients. Si vous voyez en fait que, parce que voilà, ça peut vous paraître trop loin cet univers, si vous voyez que la boutique est pleine, voilà, ne soyez pas impatients. Je veux dire, d'un côté du client, il faut aussi quand même garder cette empathie, hein. Je veux dire, tu sais, c'est des deux côtés. Oui. Là, on parlait du côté du conseiller. Effectivement, il y a parfois ils font face à des clients, on le sait, hein, luxe plus, qui sont exigeants qui n'ont absolument pas le temps, qu'il faut absolument tout emballer dans la seconde parce que le taxi est là et qu'elle part à l'aéroport et que tout doit être prêt dans le jet. Enfin voilà. Après, en doute, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si vous ne connaissez absolument pas la maison, alors c'est pas vraiment un doute, mais si on ne connaît absolument pas la maison, on peut être honnête. Je veux dire, vous pouvez complètement être honnête avec la personne qui est en face de vous. Justement, non, je connais pas la maison. Enfin, du moins, je connais juste le nom. Enfin, je veux dire, soyez ouverts, parlez-en. Maintenant, ce qu'on ne fait pas du tout dans une boutique de luxe, on a quand même un certain savoir-être. Et comme tu le disais, même les personnes qui sont très loin en fait de ce milieu, elles ont quand même une certaine appréhension. Donc, je pense que tout le monde a, tu vois, un savoir-être. Alors, les codes, tu ne les as peut-être pas forcément, mais laissez-vous guider. Tu vois, je veux dire, la personne qui est en face de toi, elle est censée en fait te guider et te mettre à l'aise. Ça, c'est pareil. Si en fait ils se sentent pas à l'aise avec le conseiller qui est en face d'eux, ils peuvent abréger, hein, tu vois. Je veux dire, voilà, on abrège, on s'en va parce que c'est aussi une question de feeling, hein. Qui est en fait en face de moi? Est-ce qu'elle me comprend? Est-ce qu'elle m'écoute? Enfin, ça joue beaucoup, hein. Tu vois, ce fameux feeling, on le dit souvent, quand on rentre dans une boutique, instinctivement, inconsciemment ou consciemment, on se dirige souvent vers un conseiller qui nous ressemble. Ah oui. Tu vois, peut-être le même style, le même goût, et quand bien même, tu vois, ils sont en uniforme. Oui, oui. Tu vois. Donc, tu vois, on va, voilà, même point commun, j'en sais rien, je vais dire, je fais de l'équitation, à vous monter, tu vois, voilà, et il va rebondir. Donc, effectivement, faut pas croire, hein, ça crée aussi énormément de liens et de contacts. Donc, tu vois, ça c'est pareil, je veux dire, je pense que voilà, s'ils se sentent pas à l'aise, et pareil, surtout, ne vous sentez pas du tout forcé, mais là, je crois qu'on va me tirer les oreilles, mais je le dis, de consommer. Oui. Tu vois, je veux dire, parce que ça doit rester en fait un très beau souvenir. À chaque fois que tu vas voir en fait ton sac, tu vas dire, oui, non, mais alors je l'ai acheté, mais alors c'est horrible, c'était une expérience abominable. Non, mais, donc, non, mais tu vois, donc, non, parce que moi, en fait, c'est ce que je disais quand on parlait de posséder. Aujourd'hui, quand on regarde en fait un objet chez nous, moi je me rappelle plus en fait de ce que j'ai partagé avec la personne qui me l'a vendu, tu vois, que l'objet en lui-même. Oui. Donc, tu vois, quel moment j'ai passé avec elle. Je vais aller la revoir, mais typiquement, et aujourd'hui, on le voit, les sales n'ont jamais autant contribué à la vente qu'avant. Ils sont tout le temps sur leur portable, on est non-stop en contact avec le client, il part en vacances, il m'envoie ses photos, elle a acheté telle paire, elle me montre avec sa tenue, tu vois. C'est génial. Oui, oui. Donc, ce lien-là, pareil. Donc, c'est pour ça, quand tu me dis les don'ts, il n'y aurait pas forcément... Alors, mis à part, oui, ne pas parler de certains sujets qui fâchent. N'allez pas en magasin avec des copies. Oui. Non, mais voilà, je veux dire, si vous avez, voilà, vous avez une copie d'un sac X ou Y, n'allez pas en magasin avec... pour peu qu'ils vous disent encore, est-ce que vous voulez qu'on... J'en sais rien, qu'on vous le nettoie et que... Oui, et j'irais même plus loin, si vous possédez déjà des pièces, vous ne sentez pas obligé de vous affubler de toutes vos pièces de luxe, quoi. Non plus. Ça, c'était avant. C'est comme pour les entretiens. Je le dis aux étudiants, alors que tu souhaites t'habiller dans l'esprit de la maison, c'est une chose, tu vois. Tu es Chanel, tu as envie de mettre une petite veste en tweed ou tu vois des ballerines, j'entends. Mais non, enfin, ne vous sentez pas, absolument pas, du tout. Et pareil, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des don'ts? En fait, tu sais, je crois qu'aujourd'hui, avant, on t'aurait dit oui, il faut être apprêté, il faut être... Tu vois ce que je veux dire? Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, bah,
Tu sors de ton cours de yoga, tu passes devant une vitrine, tu vois une superbe robe, tu dis ah oui mince, j'ai peut-être cette soirée, tu vois. Mm. Enfin, je veux dire, tu rentres. Il y a plus de attends non, bon, d'abord faut que je rentre parce que là je viens à peine de prendre ma douche au yoga. Non mais tu vois voilà, mes cheveux sont pas faits puis je suis même pas maquillée, qu'est-ce qu'ils vont penser? Pas du tout. Moi je le voyais dans certaines boutiques chez Bulgarie, il y a des clients qui passaient le samedi juste pour prendre le café. Tu vois, pour nous dire bonjour, ils apportaient des petits biscuits aux équipes. Non, C'est mais trop tu vois, mignon. Oui. qui disaient, voilà, qui passaient un petit moment avec nous. On n'avait absolument rien à leur vendre, tu vois, à cet instant T. Mais c'était juste, je passe un petit moment avec vous et puis on discute. Et dans la discussion, elle te dit, ah oui, c'est vrai, j'ai peut-être une bague de ma maman. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, Oui. voilà, je vais... Et aujourd'hui, je pense qu'on est aussi dans cette quête avec le client. Alors bien sûr, peut-être pas un tout premier client qui va arriver, qui va prendre un café, mais et pareil, comme tu l'as dit avant, et je te rejoins, ces gens-là, en fait, qui se sentent à l'aise de si on vous propose vraiment, tu vois, un jus de fruits, un jus d'orange ou quelque chose, voilà, acceptez. Enfin, et pareil, et ça, je le redis, et franchement, je le signe, soyez décomplexés à l'idée de poser des questions. Pareil, avant, quand tu m'as dit, est-ce que tu peux expliquer tel ou tel mot? Je sais que parfois, quand on dit un merch, les gens ne savent absolument pas ce que c'est un merch. Qu'est-ce que c'est un merch? Non, mais voilà, donc c'est la façon, en fait, dont on met en avant les produits dans un magasin. Mais moi, je pense qu'on tend à, et on le sait, à une démocratisation du luxe. Le luxe restera luxe, ça c'est sûr, parce que sinon, voilà, il ne serait plus. On tend toujours à faire rêver et à embarquer. Par contre, on tend aussi à se rendre accessible sans forcément l'être. Oui. Mais pour résumer, je dirais aux personnes de vivre le moment, de ne pas le subir. Moi, je rajouterais comme conseil, c'est un conseil que je donne aussi dans ma formation, c'est de se préparer en fait à ces visites. Donc, on peut déjà regarder le site web de la maison pour un petit peu voir les collections, les produits. Et alors, si on a ce désir déjà de faire un achat, de préparer qu'est-ce qu'on aimerait acheter. En fait, en étant préparé, en définissant aussi un budget si on veut acheter quelque chose. Déjà, voilà, quelque part, on a fait une structure, on va se sentir un peu plus à l'aise, un peu plus confiant parce qu'on sait pourquoi on y vient. Dans le cas d'un achat, je parle. Bien sûr, oui. Ou même pour poser des questions sur un produit bien spécifique. Et entre guillemets, on peut se raccrocher à ça aussi. Et donc, c'est beaucoup plus facile aussi après de poser des questions aussi aux conseillers, etc. Ou même de demander, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas le faire, mais demander, par exemple, d'ouvrir le sac, de voir ce qu'on peut mettre dedans, si par exemple c'est pour un sac, de le tester en Tester, fait. essayer, absolument. Est-ce que Essayer, la oui. chaîne est lourde ou pas? Oui, oui. Voilà, c'est pas que les questions, c'est aussi on peut tester les produits. Donc ça, c'est aussi un élément, je pense que malheureusement, ceux qui ne sont pas initiés ne savent pas. Et voilà, et surtout, ne pas parler d'investissement, c'est pas du tout le lieu, ça va pas. Les ambassadeurs de la marque ne sont pas là pour ça non plus, donc vous serez de toute façon pas conseillé. Et aussi, j'ai envie de dire, si vous venez pour un produit bien spécifique, donc imaginons vous rêvez de vous acheter une paire de boucles d'oreilles Chanel et que le conseiller, parce qu'il y en a, essaye de vous diriger vers autre chose. Comme tu le disais, il faut que ça reste une expérience positive. Si c'est pas du tout ce que vous avez envie d'acheter, que vous montre le conseiller, ne partez pas là-dessus pour lui faire plaisir. C'est pas à lui que vous allez faire plaisir. Enfin, donc ça aussi, c'est bien rester aligné avec le pourquoi vous venez dans cette boutique. Et pareil, Je je sais pas rajouterais si... aussi... Non, non, je suis alignée. Tu vois, je rajouterais aussi l'histoire du prix. Soyez en fait décomplexés avec le prix. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, je vois en amont cette paire de boucles d'oreilles. Mon budget, c'est 600 francs, enfin, c'est 600 euros. Pas plus, pas moins. Ne soyez absolument pas gênés, tu vois, de l'emmener dans la conversation. Ah Le oui, oui. but, en fait, c'est pas qu'on vous dirige sur de la haute jo. Mm, Tu vois, non, mais vraiment, voilà. La personne en face de vous, l'ambassadeur, a besoin aussi de feedback de votre part. d'accord. Alors, Oui, oui, quand c'est ils bien, sont à c'est l'écoute, intéressant. Oui, oui, quand bien sûr. voilà, mais ils ont besoin, pareil, je ne sais pas, vous venez pour un sac, vous avez tant de budget, mais vous êtes hyper ouvert, donnez-lui du feedback, pourquoi il ne vous plaît pas, pourquoi je ne sais pas, la couleur, l'utilité, la matière, voilà, je veux dire, donnez-lui du feedback. C'est aussi très important parce que c'est comme ça qu'il rebondit, qu'il vous redirige au mieux. Il n'y a pas de Ouais. perte de temps, le client ne va pas s'agacer, parce qu'il y a aussi ce côté-là, hein. Bien sûr, l'ambassadeur peut s'agacer, mais non, lui, il est là pour prendre son temps et répondre au mieux à une... Non, mais c'est vrai, à un besoin. Oui, Parce que ce qu'on fait, c'est quoi? Je réponds à un besoin, primaire ou pas. oui. Non, totalement. Mais voilà, mais en tout cas, enfin, n'hésitez pas, parce que je sais que parfois, le prix, voilà, c'est pas, on le considère pas, on n'ose pas, tu vois, mais non, franchement, n'hésitez pas à dire, bon, écoutez, alors, j'adore, mais moi, mon budget, c'est tant, j'aimerais vraiment enfin, voilà, rester sur Dans tel ce budget. budget. Mm. Absolument. C'est une astuce très intéressante que tu partages et auquel personnellement je n'avais pas spécialement pensé. Mais oui, en fait, c'est très logique de dire son budget, comme ça réduit aussi le fait d'aller dans tous les sens, dans des choses qui ne correspondent pas du tout. Donc merci.
Mais voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de l'interview. Je voulais savoir si tu as une actualité à nous partager. Alors, une actualité, non. Par contre, c'est vrai qu'on peut me retrouver sur LinkedIn, toujours avec voilà, mes petits articles que je continue de faire. Actuellement, chroniqueuse pour le Journal du Luxe, pour la joaillerie, mentor pour Banlieue Chic Paris, contribution avec et collaboration avec d'autres très grands magazines. Je ne m'y attendais pas. Voilà, donc c'est une bonne chose. Et puis surtout, toujours enseignante pour les écoles. Pareil, il y aura des nouveautés dans pas longtemps. Et puis l'accompagnement des maisons qui continue et qui grandit. Donc tu vois comme quoi certaines en tout cas osent demander de l'aide. Je voulais aussi rebondir sur le fait que je conseille vraiment à tous les auditeurs et auditrices d'aller te suivre sur LinkedIn parce que tu écris des posts vraiment très pertinents, très bien faits et Merci. toujours dans la bienveillance. Et donc moi, c'est quelque chose, c'est pour ça aussi que je t'avais contacté parce que Important. je, oui, mais je trouve que tu es juste, mais tu n'es pas dans dans le fait de faire du buzz pour faire le buzz en soit descendant les personnes ou les maisons ou en faisant trop dans un sens ou dans l'autre. Je trouve que tu es toujours équilibré dans ce que tu écris et c'est important et tu donnes une information, du coup je trouve voilà, on est jamais totalement neutre, mais enfin une information où voilà, on peut se faire sa propre idée que ce qu'on lit de tes posts. Et aussi, mais tu as rejoint, je pense, le Journal du Luxe il y a quelques mois, donc c'est quand même une actualité quelque part. Donc Absolument. voilà, donc j'invite vraiment tout le monde à aller suivre ce que tu fais, c'est super intéressant. Et aussi, je voudrais souligner que c'est important de dire que tu restes aussi disponible pour des jeunes aussi, etc., qui s'intéressent à ce milieu. Donc tu es une personne aussi qui montre une certaine accessibilité et une certaine humanité. Donc voilà, je tenais à le souligner. Merci beaucoup, Cécile, pour ces mots. Non, vraiment, merci. C'est ça, pour le coup, j'en parle dans plusieurs podcasts, mais c'est viscéral. C'est dans mes valeurs, la transmission. Mm. C'est important. En tout cas, surtout dans cet univers où, tu sais, parfois, on ne vient pas forcément de là et on a besoin de code. On a besoin d'explications. Tout n'est pas inné. Et moi, c'est ce qui me plaît, en tout cas, c'est transmettre. Tu parlais de bienveillance, c'est vrai. Aujourd'hui, je pense qu'on l'emploie à tout va. C'est un mot qu'on emploie à tout Oui. va. Mm. Mais, mais Mais pour il le est coup, vrai c'est... dans ton cas. Voilà, c'est à souligner. Merci. Et c'est vrai que, alors c'est un parti pris pour les articles, du moins ceux sur mon LinkedIn. Moi, ce que j'aime, c'est amener en fait tout le monde à réfléchir. Tu vois, bien sûr que j'ai un avis quand on me le demande, comme aujourd'hui, tu vois, je le donne. Tout n'est pas tout blanc ou noir dans le retail. Ce Oui. serait super, ce serait génial, et on surpasserait le tout. Non, comme là, quand on a parlé, c'est vrai on a longuement échangé sur l'expérience client. Tout est relatif et il faut être des deux côtés pour pouvoir en tout cas se faire un avis. J'entends que quand on rentre en magasin, en tant que client, on peut être agacé par le comportement de certaines personnes, ambassadeurs, etc. Mais de l'autre côté, on ne sait pas ce qui se passe. Et quand on a été, comme toi aussi, en tant que commercial des deux côtés, on gère de l'humain et parfois il y a des facteurs en fait qu'on ne maîtrise pas. C'est ça. Donc effectivement, oui, tu parlais de bienveillance. Ce que j'aime, c'est voilà, faire réfléchir, amener les gens aussi voilà, à donner leur avis. En tout cas, moi, j'ai commencé à écrire sur LinkedIn. C'était absolument pas pour descendre qui que ce soit. Dire on fait tout bien, on fait tout mal, non. C'est Non, non, ok. t'apportes la réflexion. Tu vois, comment on peut performer, justement. Comment on peut Mm. tendre à mieux, et c'est ce qui me plaît. J'adore réfléchir là-dessus sur ok, comment on peut être encore plus performant ensemble. Eh ben, c'est un pari réussi. Et je mettrai d'ailleurs les liens de ton LinkedIn dans les notes de l'épisode, donc si les auditeurs veulent te retrouver. Et j'en viens à l'avant-dernière question. C'est quelle est pour toi ta pièce de luxe idéale, ta pièce de luxe en gros de rêve, et pourquoi ce choix? C'est une question que je pose à toutes les personnes que je reçois en interview. Alors, une pièce de luxe idéale, là actuellement, à l'instant T, ce serait une montre vintage Cartier. Ce serait une montre vintage Cartier. Alors franchement, en temps normal, j'aurais absolument pas cité une pièce parce que je pense qu'on se réduit, mais ce serait une pièce Cartier. Et aussi, ce que j'adorerais, ce serait aussi de vivre une expérience incroyable dans ces hôtels à l'autre bout du monde. Mm. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui reste encore plus gravé. Mais en tout cas, si on parle de pièces proprement parlées, c'est vrai qu'une belle montre Cartier vintage femme, je ne dirais pas non, j'adore la crash, donc... et la baignoire qui revient au goût du jour. Mais voilà, après, il y en a plein. Il y a plein de, voilà, un beau vintage, un beau Kelly vintage, Et, absolument. et pourquoi spécifiquement ce choix de montre vintage?
c'est une montre que je ne trouve absolument pas. J'ai eu un coup de foudre et pour l'histoire et pour ce qu'elle raconte. C'est une maison que j'adore. C'est des valeurs que je partage depuis très, très, très longtemps. Ce sont de très beaux produits. Donc, effectivement, tu vois, je me retrouve sur plusieurs points. Après, c'est vrai que j'ai toujours aimé le vintage, même bien avant que ce soit à la mode. Oui, oui. Moi, j'ai une maman qui est férue de mode. Donc, tu vois, quand parfois elle voit certains de mes looks, elle me dit c'est ce que je portais. Tu vois, mais je pense qu'on l'a tout entendu. Je pense, tu sais aussi que le fait d'être à la recherche d'une pièce qu'on trouve nulle part, tu sais, passer des heures à chercher le bon... Non, mais voilà, tu dois savoir. Oui, Je oui. pense que c'est quelque chose qui me plaît aussi. Et puis surtout, tu sais, là, on est aussi dans je pense que tout le monde rentre dans un mindset du je veux une pièce, mais que tout le monde n'a pas. Qui me plaît, qui me définit, tu vois, voilà, qui représente ma personnalité, mais que tu ne trouveras pas parce que c'est super compliqué, extrêmement rare. Donc, c'est ce Oui. désir de rareté, je pense, qui m'anime. OK, mais pour ça, je te rejoins aussi complètement parce que souvent les pièces que je chine pendant longtemps, et Dieu sait que je chine tous les jours, j'adore en fait tout ce qui est édition spéciale. Donc dans les sacs ou même dans d'autres articles, je peux être très, très patiente pour ça et jusqu'au moment où je vais dénicher cette pièce, au budget aussi que j'ai défini Et quelle et je récompense après. oui, oui, il y a ça parce que moi je me dis: «Voilà, j'ai trouvé le trésor». Et au-delà de ça, c'est aussi des pièces intéressantes en termes d'investissement, parce que comme tu le dis, c'est des pièces que n'ont pas tout le monde, de un, mais aussi ce sont des pièces qui sont plus rares et donc plus le temps passe, quand on parle du vintage, sur des pièces justement en édition spéciale, plus en fait le nombre qui sont sur le marché va diminuer en très bon état. Parce qu'évidemment, il y a des personnes qui vont les porter, qui vont les abîmer, peut-être d'autres qui, entre guillemets, vont les détruire parce que voilà, trop abîmés. Ce qui fait que ces pièces deviennent de plus en plus rares aussi avec le temps, donc forcément leur valeur va toujours croître. Donc c'est aussi souvent un bon pari à faire. Je dis pas que toutes les éditions spéciales sont des bons paris à faire, mais enfin, généralement, ça trompe pas. Ouais. Donc voilà, pour complément d'info. Et alors, ma toute dernière question, c'est que souhaites-tu que les auditeurs retiennent de notre échange, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir? Restez passionné. Restez passionné, empathique, laissez du temps au temps et ne soyez pas effrayés à l'idée du luxe dans toute son entièreté. Mmh. Et puis suivez-nous, on vous accompagnera en toute bienveillance dans cet univers qui peut paraître effectivement fermé et inaccessible. Oui, mais c'est vrai que quand on commence un petit peu à ouvrir une porte, au final, on se rend compte que c'est plutôt accessible et C'est je un voudrais univers merveilleux et fascinant. oui, ouais, non, enfin, chaque maison en plus a apporté une pierre à l'édifice et je pense aussi que la plupart des personnes sont effrayées parce qu'elles ont des fausses croyances. Donc il faut On aussi est notre pouvoir première barrière mentale. Hein. c'est ça, donc il faut aussi pouvoir se dire: «Tiens, pourquoi est-ce que» enfin, peut-être se poser la question aussi pourquoi je suis effrayée par, enfin, entre guillemets, par le luxe, par l'argent aussi, parce que c'est lié à l'argent. Donc Absolument. déjà, le sujet de l'argent est souvent compliqué dans nos sociétés. Rien qu'en fait, en allant creuser ça, ça permet ben justement d'aller un peu plus loin et de ne pas rester bloqué sur des a priori qui finalement nous ferment les portes de ces mondes qui sont merveilleux parce que au-delà de l'aspect, comme tu disais, du luxe, de l'expérience client, il y a quand même aussi l'aspect du savoir-faire qu'il y a derrière dans ces pièces Qui est qui est incroyable. voilà C'est l'essence, le rencontrer des artisans. Pareil, avant, tu me disais, enfin, quel tips je pourrais donner? Lorsqu'il y a des journées du patrimoine, allez-y. oui, Lorsqu'il y a tu vois, des musées, là, actuellement, voilà, en lien avec la mode et le luxe, allez-y. Il y a plein, plein, plein de musées gratuits aussi. Il y avait eu Jean-Paul Gaultier, voilà. Enfin, je veux dire, moi, oui, je sais que les étudiants, je les drive beaucoup là-dessus. En tout cas, quand on est passionné et qu'on aime, je veux dire, il y a plein d'accès aujourd'hui gratuits. Donc, oui, tu vois, n'hésitez pas déjà, c'est aussi une porte d'entrée. Hein. oui, c'est ça, totalement. Bah, même aussi des livres qui existent sur le sujet, Absolument, la culture peut-être. mode, la culture mode, ça se perd. Et en fait, c'est là aussi qu'on comprend comment la société et le luxe, tu vois, est lié. Il y a eu cet impact. Enfin, voilà, le but, c'était de répondre à un besoin. Hein. Oui, non, totalement. Donc, je dirais, restez curieux. Ah oui, Restez et oui, curieux. oui. Restez ouvert, absolument. Et puis pareil, il y a énormément de gens à suivre là-dessus. Tu vois, donc aujourd'hui, l'accès est beaucoup plus facile qu'avant. Oui, 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 Il n'y a oui, plus c'est ça. d'excuses. Non, non, vraiment, oui, rien que de suivre, peut-être certains influenceurs ou certaines personnes qui écrivent sur le sujet comme toi et je dirais que c'est un peu la même chose que les conseillers, c'est chercher les personnes qui nous parlent, enfin,
comment dire, il y a plusieurs personnes qui parlent justement du luxe de cet univers, mais peut-être qu'il y en a qui vont plus vous parler que d'autres, un peu comme tu dis, on rentre dans une boutique et on sent quel conseil va nous correspondre le plus. Je dirais que c'est un peu la même chose en fait, c'est de trouver les mots en fait qui nous correspondent le plus, les contenus aussi, peut-être qui nous parlent le plus, peut-être que certaines personnes seront plus à l'aise avec un livre, d'autres avec un podcast, ou d'autres encore avec des vidéos, voilà, ou des posts LinkedIn. Donc c'est aussi ça, c'est prendre ce qui nous convient en fait dans ce qui existe. Voilà. Absolument. Bon, mais écoute, je pense qu'on va conclure ce podcast qui dure beaucoup plus longtemps que prévu, mais qui est passionnant. Donc, je tiens déjà à te remercier encore une fois d'avoir accepté cette invitation et de nous partager toutes tes connaissances, ton savoir, tes nombreux conseils très pertinents, pratiques, etc. Donc, encore un grand merci, Sabrina. Et j'espère que plusieurs éditeurs te découvriront à travers ce podcast et viendront te suivre parce que j'ai vraiment hâte aussi de voir la suite de tes aventures. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, merci à toi, Cécile. Merci à tous pour cette écoute et volontiers. J'espère voilà, pouvoir continuer à accompagner énormément de monde comme je peux le faire à mon humble niveau. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi, Cécile. Nous voici à la fin de cette interview passionnante où on aurait bien continué à débattre sur le sujet avec Sabrina pendant des heures. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou encore à noter le podcast par 5 belles petites étoiles sur votre plateforme d'écoute. Cela ne vous prendra que quelques secondes, mais franchement, c'est hyper précieux pour moi car ça m'aide à diffuser plus largement ce podcast. Un tout grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je ne peux que vous inviter aussi à découvrir les précieux posts de Sabrina sur LinkedIn. Je vous souhaite à présent une très bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et rendez-vous au prochain épisode.